Lors d'une réception, les invités louent l'avenir assuré de la famille Gulveig et félicitent le père pour son fils, Lorraine, un jeune homme prometteur. Cependant, une rumeur sur l'existence d'un autre fils est évoquée, ce que le père dément fermement, affirmant que Hein est son seul héritier. Alors que le jeune garçon cherche un peu d'air frais, un homme l'interpelle sèchement, lui ordonnant de ne pas l'appeler frère. Le garçon, visiblement mal à l'aise, s'excuse timidement. La tension est palpable entre eux, soulignée par la violence soudaine d'un coup porté au garçon. L'homme frappe violemment le garçon, le traitant de déchet né d'une mère indigne et refusant de le reconnaître comme membre de la famille Gulveig. Il le rabaisse encore en le qualifiant de parasite et le prévient de se préparer à subir davantage. Le garçon, à terre, supplie en vain que la violence cesse. Sous la pluie battante, l'homme continue de déverser sa haine, affirmant que le garçon ne vaut rien, ni même une pièce de cuivre. Il le traite de déchet inutile, condamné à être expulsé bientôt, et lui reproche de ne pas avoir disparu avec sa mère. Le garçon, à genoux, subit en silence cette humiliation cruelle. Le garçon appelle son père, mais celui-ci ordonne à un serviteur de s'assurer que personne ne le voit. Le serviteur s'excuse rapidement, tandis que le garçon, trempé par la pluie, se demande silencieusement quel est le but de son existence. Dans l'ombre, les domestiques murmurent des rumeurs méprisantes sur la mère du garçon, la qualifiant de femme intéressée et indigne. Le jeune garçon, isolé, entend ces paroles et s'interroge sur la raison pour laquelle il est encore toléré dans cette maison. Enfermé derrière une grille, il exprime sa haine profonde envers ce monde cruel. Le garçon est alité, souffrant de la même maladie que sa mère, sans remède précis mais avec une chance de guérison grâce à des soins constants. Un homme décide de l'envoyer se rétablir chez son grand-père. En silence, le garçon comprend qu'il est en train d'être abandonné. 2 mois plus tard, le garçon est transporté vers un lieu isolé, loin de tout. Les murmures des gardes évoquent les luttes de pouvoir nobles, comparant la relation familiale à une guerre froide. Affaibli et inquiet, il se demande s'il va bientôt mourir, tandis qu'un mystérieux accueil l'attend. Le garçon découvre enfin son grand-père, Thomas Gulveig, qui lui annonce avoir préparé une chambre pour lui et insiste sur la nécessité de soigner sa maladie en priorité. Malgré cet accueil, le jeune malade doute qu'on puisse réellement vouloir l'aider. Le paysage isolé autour de la maison renforce le sentiment de solitude et de froid qui l'entoure. Le grand-père veille constamment sur le garçon malade, changeant les serviettes mouillées et l'encourageant avec douceur. Jour après jour, il reste à ses côtés, prenant soin de lui avec attention et un sourire sincère. Malgré cette présence réconfortante, le jeune héros peine à accorder sa confiance pleinement. Le garçon, encore marqué par le rejet de son père et des autres, s'interroge sur la bienveillance de son grand-père. Ce dernier lui répond avec une pointe d'humour et de sagesse, expliquant que parfois, la réponse juste se trouve dans son contraire. Malgré ses doutes, le jeune héros avoue se sentir sans valeur, mais son grand-père lui assure qu'il compte vraiment à ses yeux. Le grand-père rassure son petit-fils en lui affirmant qu'il est précieux à ses yeux et qu'il l'aimera toujours. Il l'encourage à oublier les souffrances du passé et à retrouver la simplicité d'un enfant qui sourit. Ému, le garçon répond par un sourire sincère, reconnaissant. Le jeune garçon, enfin accepté, se libère du poids de son passé en devenant officiellement le petit-fils de son grand-père Thomas. Ce lien retrouvé marque un tournant émouvant dans sa vie. Après une longue année de convalescence, le jeune héros reprend des forces en apprenant l'art de l'escrime auprès de son grand-père. Ce dernier insiste sur l'importance des mouvements de base, rappelant que la maîtrise des fondamentaux est essentielle, même pour un ancien aventurier. Enthousiaste, le garçon demande à son grand-père de lui enseigner des techniques plus puissantes, prêt à se dépasser. Le grand-père enseigne à son petit-fils que manier l'épée ne sert pas seulement à devenir plus fort, mais à forger son cœur et son âme. Avec gratitude envers l'arme elle-même. Touché, le garçon promet de toujours garder cette reconnaissance. Le vieil homme reconnaît en lui la même soif de puissance qu'il avait à son âge, tout en louant son talent prometteur. Le roi explique que le titre de « Saint de l'épée » est décerné à celui qui maîtrise parfaitement le maniement de l'épée, mais il révèle que son véritable objectif était d'atteindre un rang encore plus élevé, le sommet ultime de l'épée, un titre légendaire attribué au plus grand épéiste de tous les temps. Le roi dévoile l'existence d'un rang encore plus élevé que celui de « Saint de l'épée », le légendaire « Sword God », le sommet ultime de l'épée qu'il n'a jamais pu atteindre. Il suggère que notre héros pourrait, lui, parvenir à ce niveau inégalé. Surpris et dubitatif, le garçon se demande s'il est vraiment capable d'un tel exploit. Le vieil homme encourage notre héros à ne pas s'obséder sur les titres, mais lui confie qu'il souhaite qu'il le dépasse un jour. Il lui conseille aussi de prendre le temps de découvrir ce qu'il veut vraiment faire dans la vie. Le garçon, déterminé,
affirme qu'il choisira l'épée et qu'il deviendra un épéiste capable de surpasser même son grand-père. Dès ce jour, notre héros s'entraîne chaque jour, quelles que soient les conditions météorologiques, avec gratitude envers son grand-père et envers l'art de l'épée, il persévère sans relâche, concentré et déterminé, il continue de manier son épée, nourrissant son rêve de devenir un maître incontesté. Autour d'un repas chaleureux, le garçon exprime son désir de devenir aventurier et de terrasser de nombreux monstres avec son épée. Le grand-père, touché, l'encourage tout en lui posant une question importante, la véritable raison d'être de son épée et le sens profond de ses gestes. Il l'incite à réfléchir sérieusement à cette question essentielle. 5 années se sont écoulées depuis le début de son entraînement à l'épée. Fort de sa détermination, notre héros affronte désormais un ogre redoutable, prêt à mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Chaque mouvement témoigne de sa maîtrise grandissante et de sa volonté inébranlable. Le grand-père interrompt le combat, qualifiant l'ogre vaincu de simple « ogre insignifiant ». Impressionné, notre héros reconnaît la supériorité de son aïeul, qui le taquine sur sa facilité face à ce monstre. Malgré son admiration, il s'interroge sur sa propre progression et accepte de récolter les matériaux utiles avant de repartir. Épuisé, notre héros s'excuse auprès de son grand-père, avouant son manque de force malgré ses efforts acharnés. Le vieil homme, compréhensif, l'encourage à faire une pause et à prendre son petit déjeuner. Léno doute de sa progression, se demandant s'il lui manque encore un véritable but pour maîtriser pleinement son épée. Soudain, le protagoniste découvre son grand-père étendu au sol, visiblement malade. Pris de panique, il s'approche rapidement, réalisant que celui-ci souffre d'une forte fièvre accompagnée de symptômes inquiétants. Le jeune homme craint alors que son aïeul ait contracté sa propre maladie. Léno réalise que son grand-père a peut-être longtemps caché sa maladie grâce à sa force exceptionnelle. Il se sent responsable de son état et décide qu'il doit agir rapidement. 3 jours plus tard, il s'affaire à préparer un remède tout en s'excusant auprès de son aïeul, inquiet de son état. Le grand-père, affaibli, rassure son petit-fils en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il a déjà vécu suffisamment longtemps. Il lui promet qu'il veillera sur lui depuis le ciel, affirmant que leur cœur et leurs âmes resteront toujours liés. Malgré la détresse du jeune homme qui jure de trouver un remède, l'aïeul lui transmet confiance et espoir, convaincu qu'il trouvera bientôt le véritable sens de son épée. Le grand-père exprime sa gratitude et sa joie d'avoir retrouvé son petit-fils, craignant d'abord de mourir séparé de sa famille. Il confie que ces moments passés ensemble ont été ses plus heureux, et qu'il a gagné un membre précieux en la personne de notre héros. Avant de partir, il encourage le jeune homme à chercher ce qui le rend vraiment heureux et à profiter pleinement de sa vie. Le jeune homme, agenouillé devant la tombe de son grand-père, exprime sa solitude mais promet de vivre pleinement pour ne pas l'inquiéter. Il lui demande de continuer à veiller sur lui depuis le ciel, affirmant sa détermination à avancer malgré l'absence. Un dernier souffle d'espoir anime son regard alors qu'il s'engage à honorer sa mémoire. Porté par la confiance que son grand-père a placée en lui, notre héros s'engage avec détermination à être à la hauteur de ses attentes. Il est prêt à affronter tous les obstacles, décidé à donner le meilleur de lui-même. Le jeune homme parvient enfin à abattre un sanglier sauvage, une victoire précieuse après avoir survécu uniquement grâce à de l'herbe ces derniers temps. Malgré ce succès, il réalise à quel point il doit encore s'entraîner pour devenir plus fort. Il décide de ne pas quitter la montagne pour l'instant, conscient que son entraînement est loin d'être suffisant. Alors qu'il se prépare à attaquer, notre héros réalise avec effroi que ce qu'il affronte n'est pas un animal ordinaire. Pris au dépourvu, il doit redoubler de vigilance face à cette menace inattendue. Léno fait face à un petit ogre, un monstre que son grand-père avait éliminé en un instant. L'ogre, attiré par l'odeur du sang, s'élance pour s'emparer du sanglier, mais le jeune homme refuse de lui céder sa proie. Déterminé, il se prépare à riposter, convaincu qu'il peut aussi vaincre cette créature. Léno esquive de justesse l'attaque puissante du petit ogre, conscient qu'il ne peut pas se permettre de perdre face à un tel monstre s'il veut survivre sur cette montagne. Il se prépare à contre-attaquer avant que la créature ne riposte. Léno décide d'attaquer directement la tête du petit ogre, concentrant toute sa force dans ce coup décisif. Malgré sa détermination, il ressent la difficulté de percer la défense solide de la créature. Le combat s'annonce bien plus ardu que prévu. Léno est violemment repoussé par la puissance colossale du petit ogre. Il réalise enfin l'ampleur de la force monstrueuse face à lui, ce qui ébranle son courage. La peur le submerge, et il songe désespérément à son grand-père, regrettant son absence en ce moment crucial. Léno puise dans ses souvenirs et se rappelle les enseignements de son grand-père pour ne pas faiblir. Il décide d'utiliser la force de tout son corps,
s'appuyant sur le bras de l'ogre comme point d'appui pour porter son attaque. Déterminé, il se lance à nouveau à l'assaut avec une nouvelle stratégie. Refusant de céder, le protagoniste crie sa détermination à ne pas mourir ici. Malgré son courage, il reconnaît son inexpérience et la nécessité de s'entraîner davantage pour affronter de tels adversaires. Le chemin est long, mais il sait qu'il doit construire patiemment ses journées. Chaque matin, il répète inlassablement ses swings d'entraînement, visant 10 000 répétitions. Sa première grande ambition est claire, progresser sans relâche, jour après jour. Vivre seul était un véritable défi, surtout face à la multitude de monstres redoutables. Chaque jour, le protagoniste affrontait une série ininterrompue de combats mortels, où la mort était une menace constante. Ces épreuves se sont étendues sur plusieurs années, forgeant son expérience au fil des batailles. Le fait d'être encore en vie relève d'un véritable miracle. Leno se demande si la protection de son grand-père veille sur lui durant ses combats acharnés. Leno s'interroge sur le sens profond de son entraînement et sur ce qui l'attend au bout du chemin. Il souhaite toujours devenir aussi fort que son grand-père, mais doute de la finalité de ses efforts. Soudain, il aperçoit une famille de loups attaqués par une créature monstrueuse, un spectacle qui réveille en lui des souvenirs de son propre passé. Sans hésiter, le protagoniste intervient pour protéger la famille de loups, tranchant avec une précision fulgurante la créature monstrueuse. Il remarque cependant que sa technique manque encore de la finesse de celle de son grand-père, ce qui le pousse à redoubler d'efforts. Son regard déterminé reflète sa volonté inébranlable de devenir plus fort. Leno réalise que, de leur point de vue, il n'est pas différent d'un monstre. Il invite la famille de loups à fuir pendant qu'il ne fera rien pour les arrêter. En les voyant s'éloigner en sécurité, il prend conscience qu'il a réussi à les protéger. Leno réalise qu'il a toujours été seul et rejeté, mais qu'il a quand même réussi à protéger une vie avec son épée. Il se remémore la tendresse de son grand-père, qu'il a protégé et dont il avait besoin. Fort de cette prise de conscience, il serre fermement son arme, prêt à agir en accord avec ce qu'il est vraiment. Leno affirme que son épée n'est pas destinée à devenir un héros ni à accomplir de grandes prouesses. Pour lui, son arme sert avant tout à protéger et à empêcher les larmes des autres. Cette conviction profonde éclaire enfin le véritable sens de son combat. Déterminé, le protagoniste se concentre pleinement, adoptant sa posture de combat. Il promet de devenir bien plus fort pour ne plus jamais perdre ceux qui lui sont chers. Avec une énergie focalisée, il prépare son épée, prêt à frapper avec toute sa force. Leno se concentre intensément, répétant mentalement sa posture et l'importance de canaliser son énergie. Il serre fermement son épée, prêt à frapper avec toute sa force. Sa détermination se lit sur son visage, empreint d'effort et de volonté. Leno se fixe un objectif clair, obtenir la force nécessaire pour accomplir ses convictions. Il sait qu'il doit continuer à s'entraîner sans relâche. Déterminé, il prépare son épée, prêt à frapper avec toute sa puissance. Leno prend une décision ferme. Il est temps de rejoindre le groupe. Entouré de ses compagnons, il se prépare à partir, tandis que ses alliés lui souhaitent un bon voyage avec un mélange d'encouragement et d'envie. Leno répète inlassablement ses consignes, se tenir droit, affiner son esprit et balancer son épée avec précision. Sa concentration est totale, chaque mouvement est maîtrisé malgré la sueur qui perle sur son front. Il s'efforce de fusionner corps et esprit pour atteindre la perfection dans son art. Leno compte ses frappes avec rigueur, atteignant la 10 000e, après 20 ans de quête pour comprendre le véritable sens de son épée. Il souffle, satisfait, il contemple l'horizon, confiant que son arme est toujours à la hauteur. Leno réalise qu'il a amélioré son endurance, réduisant de moitié le temps nécessaire pour atteindre ses 10 000 frappes. Malgré cette progression, il reste humble face à l'exemple de son grand-père, qu'il considère encore bien supérieur. Il décide alors de continuer à affiner ses compétences en escrime, conscient que son apprentissage est loin d'être terminé. Leno réalise qu'il va avoir 40 ans cette année, et qu'il a vieilli sans vraiment s'en rendre compte. Absorbé par son entraînement, il se demande alors s'il doit continuer à s'entraîner ou changer de voie, face à cette prise de conscience du temps qui passe. Leno se rend sur la tombe de son grand-père, cherchant ses conseils face à son doute. Il se remémore une conversation où ce dernier lui disait de ne pas se laisser enfermer par l'épée, mais plutôt de chercher la joie dans sa vie. Son grand-père l'encourageait à vivre librement, en suivant ses propres désirs. Face à la tombe de son grand-père, le protagoniste entend l'écho de ses paroles, vivre librement, comme un aventurier. Cette idée résonne en lui, éveillant un désir nouveau d'embrasser un mode de vie où il serait maître de son destin. Leno se remémore avec émotion les récits d'aventure de son grand-père, voyant en cette voie une manière de se rapprocher de lui.
il se sent prêt à descendre la montagne, à rencontrer de nouvelles personnes et à utiliser enfin son épée pour protéger. Avec détermination, il décide de devenir aventurier, embrassant un nouveau départ. Léno avoue son inquiétude à l'idée de redescendre la montagne après 30 ans d'isolement, se demandant s'il est encore possible de devenir aventurier à 40 ans. Malgré ses doutes, il refuse de baisser les bras et se promet d'aller aussi loin qu'il le pourra. Avec une détermination renouvelée, il franchit la porte, prêt à affronter l'inconnu. Léno quitte enfin son refuge, prêt à affronter le monde extérieur. Il s'interroge sur l'utilité de ses 30 années d'entraînement solitaire et doute de ses capacités à s'intégrer. Sans ambition précise, il choisit de prendre son temps et d'avancer pas à pas vers son nouveau destin. Cela fait maintenant 20 jours que le protagoniste a quitté sa maison, et il lui reste encore une dizaine de jours avant d'atteindre la ville. Il réalise à quel point il connaît peu le monde extérieur, n'ayant jamais été autorisé à quitter la montagne auparavant. Malgré ses inquiétudes face aux monstres dont il a lu des récits effrayants, il avance avec prudence, curieux de découvrir ce qui l'attend. Soudain, un rugissement retentit dans les buissons, attirant l'attention du protagoniste. Il découvre avec surprise un petit ours en peluche qui pousse des grognements menaçants. Intrigué, il se demande s'il y a un monstre puissant dans les parages, avant de réaliser que l'ours n'est qu'un bébé. Léno reste sur ses gardes malgré la rencontre avec l'ours en peluche. Il observe des loups qui s'éloignent en grognant, puis fait face à une araignée monstrueuse qui l'attaque soudainement. Intrigué, il se demande si les monstres du coin sont devenus moins agressifs, ce qui pourrait lui permettre d'avancer plus sereinement. Léno réalise qu'il a peut-être été trop nerveux au sujet des monstres. Il observe un village paisible où la vie semble simple et agréable, avec un climat doux et une brise légère. Il commence à envisager que le monde extérieur pourrait être bien plus accueillant et utile qu'il ne l'imaginait. Une escorte armée protège fébrilement un carrosse en pleine forêt, ordonnant de repousser un assaillant. Une jeune femme s'interroge, inquiète, sur la présence d'un tel monstre dans un lieu supposé sûr. Soudain, un homme est violemment projeté au sol, révélant la gravité de l'attaque. Deux ogres imposants surgissent en hurlant, attaquant violemment l'escorte. Un soldat est projeté au sol, tandis que la jeune femme, terrifiée, réalise qu'ils font face au sous-fifre d'un puissant ennemi. Elle serre son épée, consciente du danger imminent. L'escorte est encerclée par 4 ogres de haut rang, une situation d'une rare gravité. Malgré la force impressionnante de leurs adversaires, un chevalier encourage ses compagnons à rester unis et à les éliminer un par un. La tension monte alors que les combats s'engagent dans cette clairière étroite. Les ogres foncent avec une violence déchaînée, projetant plusieurs soldats au sol. Un chevalier ordonne de protéger la jeune femme à tout prix, tandis que le combat s'intensifie autour d'elle. Derrière une fenêtre, la jeune femme observe la bataille, le visage tendu et déterminé. Un ogre monstrueux fait irruption derrière la fenêtre, surprenant la jeune femme. Saisie, elle est rapidement saisie par la créature, qui la soulève brutalement. Malgré la peur, elle serre fermement son épée, déterminée à ne pas se laisser faire. La jeune noble, agenouillée et en proie à un profond désespoir, s'excuse avec amertume de ne pas avoir pu accomplir ses devoirs envers sa famille et son peuple. Sa voix tremble tandis qu'elle pense à ses parents et à tous ceux d'Estrante. Pendant ce temps, une silhouette en armure, couverte de sang, s'interroge, stupéfaite, sur ce qui vient de se passer. Le chevalier abat d'un seul coup le redoutable ogre, stupéfiant tous les témoins. La jeune femme, bouche bée, réalise l'exploit accompli sous ses yeux. De leur côté, les soldats et les créatures s'interrogent, cherchant à comprendre l'identité de ce mystérieux combattant. Léno affirme qu'il n'est pas certain d'être utile, mais qu'il est venu pour aider. Face à 2 ogres, il déclare que, plus qu'il peut en vaincre un, il considère ces créatures comme 2 petites ogres. Les soldats, surpris, échangent des regards inquiets tandis que les ogres grognent, prêts à attaquer. Léno se remémore ses combats d'enfant contre ces ogres, reconnaissant leur technique maladroite. Il analyse rapidement leurs attaques lentes et prévisibles, prêt à en tirer parti. Face à eux, il reste calme et concentré, préparant sa riposte. Léno observe attentivement les ogres, notant leur excellente coordination qui les rend redoutables. Malgré tout, il garde confiance, conscient qu'ils ne sont que 3, il se prépare à affronter ses adversaires avec détermination. Sans perdre une seconde, le protagoniste contre-attaque avec une rapidité fulgurante, frappant un ogre en pleine tête. Son coup précis et puissant déséquilibre l'ennemi, marquant le début de son offensive. Léno enchaîne avec une attaque puissante, frappant un ogre de toutes ses forces. Son mouvement rapide et précis déstabilise l'ennemi, créant une ouverture dans leur formation. Les ogres, surpris, tentent de réagir face à cette offensive fulgurante.
Léno terrasse les ogres d'un coup puissant, les envoyant valser de toutes parts. Les spectateurs, stupéfaits, commentent la rapidité et la maîtrise de ses mouvements, se demandant s'il s'agit d'un épéiste célèbre. L'admiration mêlée d'incrédulité se fait sentir dans l'air. Un ogre d'une taille colossale fait son apparition, imposant et menaçant. Il est révélé comme étant le roi des ogres, un adversaire redoutable qui semble changer la donne. Léno et ses alliés se préparent à affronter cette nouvelle menace. Le roi des ogres capture un chevalier leur, semant la panique parmi les soldats. Une jeune femme observe la scène, consciente que l'ennemi rattrape rapidement ses alliés. La situation semble se répéter, et elle redoute de nouvelles pertes, face à ce monstre d'un niveau catastrophique. Le roi des ogres pousse un cri terrifiant, révélant sa puissance capable de détruire une ville entière à lui seul. La jeune femme, consciente du danger, insiste pour qu'on la laisse s'échapper, sachant qu'il faudra plusieurs jours pour organiser une équipe capable de le maîtriser. Malgré son désir de survie, elle redoute que beaucoup de ses compagnons soient sacrifiés dans cette lutte. Le roi des ogres frappe violemment le sol, provoquant une onde de choc qui fait voler en éclats tout sur son passage. Les soldats et leurs montures sont projetés en arrière, incapables de réagir à une telle puissance. Dans l'ombre, une jeune femme semble soudainement alertée, intriguée par une présence inattendue. Léno décide d'affronter le monstre malgré la futilité apparente du combat, déterminé à ne pas laisser une créature qui attaque les humains s'enfuir impunément. Le roi des ogres se prépare à riposter, brandissant son arme avec force. Les soldats, alertés par la situation, sont sommés de battre en retraite face à la menace grandissante. Léno concentre une puissante magie autour de lui, prêt à contre-attaquer. Une énergie électrique intense crépite, annonçant une attaque imminente. Face à lui, le roi des ogres reste immobile, prêt à encaisser le choc. Léno libère une puissante attaque magique, illuminant la forêt d'une explosion d'énergie. Le roi des ogres, surpris, pousse un cri de douleur tandis que la force de l'assaut le frappe de plein fouet. Le roi des ogres méprise le protagoniste, le comparant à un simple petit ogre sans puissance réelle. Ce dernier, déterminé, saisit fermement son épée, prêt à en finir. Avec un regard résolu, il s'élance pour porter le coup décisif. Le regard du protagoniste est déterminé, prêt à en finir. Face à lui, le roi des ogres brandit son énorme masse d'armes, prêt à contre-attaquer. Le combat atteint son paroxysme, chacun se préparant à livrer son ultime coup. D'un coup précis et puissant, le protagoniste tranche le roi des ogres en deux, mettant fin au combat dans une explosion d'énergie. La silhouette massive du monstre se désintègre sous l'impact, tandis que notre héros reste ferme, victorieux. Le roi des ogres est soudainement projeté en morceaux, son corps éclaté en plusieurs morceaux. Les témoins, stupéfaits, ne comprennent pas ce qui vient de se passer et s'interrogent sur la fuite mystérieuse du monstre. Au loin, un homme d'un certain âge apparaît, attirant toute l'attention. La dame fait une entrée remarquée, attirant l'attention de ses gardes. Elle semble impressionnée et un peu gênée, avouant ne pas s'attendre à tant de galanterie de la part du héros. Ce dernier s'inquiète de son bien-être, tandis qu'elle le rassure avec un sourire timide. Le vieil homme minimise son exploit, affirmant qu'il s'est juste étiré le dos comme un homme âgé. Pourtant, il admet en secret avoir vaincu 5 petites ogres, tandis que la dame insiste sur l'importance de son combat contre ces monstres. Leur échange révèle la modestie du héros et la reconnaissance sincère de ses alliés. Léno reste humble, minimisant son rôle face aux ogres, tandis que les chevaliers reconnaissent l'effort collectif qui a permis de tenir tête aux monstres. La dame, encore hésitante, tente de demander quelque chose au héros, conscient de la gravité de la situation avec l'apparition d'un roi ogre. Malgré tout, il décide de s'éloigner, laissant ses alliés gérer la suite. La dame réalise à quel point il est miraculeux que les pertes se limitent à si peu, tandis que les chevaliers s'activent pour envoyer des messagers prévenir le château et solliciter l'aide des seigneurs voisins et des guildes d'aventuriers. Son regard se fait plus doux, empreint de gratitude envers le héros, avant qu'elle ne se tourne vers l'horizon, espérant le revoir un jour. Léno découvre enfin Estrante, cette cité fortifiée qui s'étend au cœur des terres cultivées. Son regard s'émerveille devant l'ampleur de ce lieu, marquant le début d'une nouvelle étape dans son périple. Léno exprime son soulagement d'être enfin arrivé sain et sauf dans cette ville animée. Il est impressionné par l'effervescence qui règne dans les rues et ressent presque qu'elle pourrait l'engloutir. En avançant, il aperçoit avec émerveillement le bâtiment de la guilde des aventuriers, marquant une nouvelle étape dans son aventure. Léno, bien qu'ayant commencé son aventure un peu plus tard que les autres, est animé par une excitation sincère. Il se demande qui il va rencontrer et quelles aventures l'attendent dans cette ville pleine de vie. Conscient des obstacles qui pourraient surgir, il reste déterminé à avancer coûte que coûte.
Leno franchit enfin les portes de la guilde des aventuriers, prêt à entamer ce nouveau chapitre de sa vie. À 40 ans, il a enfin trouvé sa voie et s'apprête à relever les défis qui l'attendent. L'intérieur animé de la guilde des aventuriers révèle une foule d'aspirants prêts à relever des défis. Leno s'avance vers le comptoir, accueilli par une jeune employée souriante qui l'interroge sur sa venue. C'est le début officiel de son inscription et de sa quête dans ce nouveau monde. Leno déclare clairement son intention de devenir aventurier, ce qui surprend la jeune employée. Autour de lui, les murmures s'élèvent, certains doutant qu'on puisse commencer une telle carrière à son âge. Malgré les regards sceptiques, il reste déterminé et confiant dans son choix. Leno demande s'il existe des conditions particulières pour devenir aventurier, notamment une limite d'âge. L'employé lui répond qu'il suffit d'être en âge de s'inscrire, mais l'interroge sur sa confiance à affronter les dangers. Il assure qu'il est prêt, même s'il reste humble après avoir vaincu un petit ogre. La jeune employée met en garde notre héros, les quêtes peuvent être dangereuses et il risque de croiser monstres, bandits ou autres menaces. Il comprend qu'un manque de compétences pourrait lui coûter la vie, ce qui le pousse à s'excuser timidement. Elle l'assure qu'il n'a pas à s'excuser et se présente enfin sous le nom de Lilina, lui demandant son propre nom. Leno se présente enfin sous le nom de Guy, et Lilina accepte de l'inscrire comme aventurier. Elle avoue être un peu inquiète, mais confirme qu'il remplit toutes les conditions. Elle lui précise qu'il commencera au rang le plus bas, le ranger. Lilina insiste sur la prudence, rappelant que les quêtes de ranger sont généralement sûres si l'on fait attention. Elle confie qu'elle ne voudrait pas le voir se blesser. Guy promet alors de rester vigilant, et il scelle cet engagement par une promesse mutuelle. Lilina demande à Guy son nom complet pour l'inscrire officiellement. Il révèle alors son vrai nom, Gulveig, tout en se demandant s'il aurait mieux fait d'en choisir un faux. Pendant ce temps, Lilina commence à préparer sa licence d'aventurier, tandis qu'une pensée sur la famille prestigieuse de Guy traverse son esprit. Lilina remet enfin à Guy sa licence d'aventurier, lui rappelant son importance pour accepter des quêtes ou rendre des rapports. Leno, tout en la recevant, se demande quelle maison noble gouverne Estrante, et espère rester à l'écart de celui qui semble le détester. Leno reçoit officiellement sa licence d'aventurier, réalisant qu'il suit ainsi les traces de son grand-père. Encouragé par Lilina, il se prépare avec détermination à commencer cette nouvelle étape. Pendant ce temps, un homme plus âgé, probablement un proche, exprime son scepticisme quant à cette vocation. Un homme exprime son refus catégorique de voir Guy s'inscrire comme aventurier, craignant que cela ne dévalorise la profession. Lilina défend le protagoniste, rappelant qu'il remplit les conditions nécessaires. Malgré la surprise de l'homme, elle insiste pour que la licence soit rendue à Guy. Nakara, un aventurier de rang A, s'emporte violemment, défiant ceux qui doutent de lui. Un aventurier plus expérimenté tente de calmer la situation, cherchant à résoudre le conflit pacifiquement. Leno plaide pour une chance, affirmant qu'il peut être utile à la guilde grâce à ses compétences en herboristerie. Nakara, furieux, menace notre héros en lui plantant son épée sous le menton, se vantant de son rang supérieur et méprisant l'homme plus âgé. Leno, visiblement mal à l'aise, supplie qu'on arrête cette escalade, prêt à renoncer à devenir aventurier pour éviter les conflits. Lilina intervient avec fermeté, dénonçant l'attitude de Nakara et affirmant que c'est lui qui ne devrait pas être aventurier. Nakara, furieux, refuse désormais de pardonner et menace ouvertement ceux qui le défient. Lilina, malgré son inquiétude, lui répond avec détermination, prête à lui tenir tête. La tension monte alors que Nakara laisse entendre qu'il pourrait aller encore plus loin dans ses provocations. Leno surprend tout le monde en désarmant Nakara d'un geste rapide, tenant désormais son épée. Il affirme fermement qu'il ne laissera personne blesser Lilina et demande à Nakara de reculer sans provoquer davantage de problèmes. Nakara, abasourdi, peine à comprendre comment il a pu être désarmé si facilement. Leno, tenant l'épée de Nakara, remarque que ce dernier a oublié son arme en s'enfuyant précipitamment. Lilina le remercie chaleureusement pour son intervention, tout en le complimentant sur sa force. Lui, modeste, explique simplement avoir profité d'un moment d'inattention de Nakara. Leno doute de sa propre force malgré les compliments de Lilina, qui rappelle qu'il a désarmé un aventurier célèbre et maître d'épée. Il attribue son exploit à un moment d'inattention de Nakara, tandis que Lilina révèle que ce dernier a perdu en réputation au point d'être menacé de rétrogradation. Leno se reprend après cette situation tendue, se rappelant les conseils de son grand-père, rester humble et patient. Lilina sourit en lui demandant de l'appeler simplement par son prénom, tandis qu'il reconnaît modestement qu'il n'a fait que son travail de réceptionniste. Il profite de l'occasion pour lui demander si elle a des quêtes à lui recommander, prêt à se lancer. Leno accepte sa première quête de cueillette d'herbe,
Confiant grâce aux enseignements de son grand-père, il sait cependant que la forêt est dangereuse, comme l'a prévenu Lilina, car des monstres puissants y rôdent. Malgré tout, il reste déterminé à explorer cette zone où même des aventuriers de haut rang sont venus enquêter. Lilina ressent un mauvais pressentiment face à l'attitude des monstres, leur manière de se déplacer semble calculée, comme s'ils encerclaient une proie. Elle se prépare à affronter cette menace imminente. Lilina se lance dans un combat acharné, frappant avec précision les monstres qui l'assaillent de toutes parts. Son regard déterminé ne laisse aucun doute, elle est prête à tout pour ne pas perdre. Elle inspire profondément, se préparant à riposter avec encore plus de force. Lilina affronte avec courage une horde de monstres, prête à en découdre avec leur chef s'il se montre. Soudain, une explosion inattendue la surprend, la forçant à se demander ce qui vient d'apparaître. Son regard trahit à la fois la surprise et l'inquiétude face à cette nouvelle menace. Une créature gigantesque à 3 têtes, un cerbère enflammé, fait son apparition, imposant une nouvelle menace. Lilina, surprise, se prépare à affronter ce redoutable adversaire. Lilina réalise avec effroi qu'elle fait face à un monstre de niveau catastrophe. Ce cerbère gigantesque s'avance vers elle avec une puissance terrifiante, remettant en question la sécurité même de la ville. Notre héroïne se prépare à un combat désespéré contre cette menace colossale. Lilina comprend enfin qu'elle fait face au fameux monstre dangereux dont tout le monde parlait. Troublée, elle s'interroge sur la raison de la présence de cette créature près de la ville. Sans perdre de temps, elle se concentre et se prépare à riposter face à cette menace colossale qui s'avance vers elle. Déterminée, Lilina fonce droit sur le cerbère, prête à l'arrêter coûte que coûte. Elle jure de ne pas laisser cette créature s'approcher de la ville, même si cela doit lui coûter la vie. Son regard est empli de courage et de résolution face à ce danger imminent. Sans hésiter, notre héroïne déchaîne une attaque fulgurante, enchaînant 12 coups rapides avec une précision divine. Sa vitesse incroyable lui permet d'esquiver et de frapper simultanément, déstabilisant le cerbère. Chaque mouvement témoigne de sa détermination à protéger la ville coûte que coûte. Lilina réalise que ses attaques n'ont aucun effet. La fourrure du cerbère est aussi dure que de l'acier. Frustrée mais déterminée, elle décide alors de frapper de toutes ses forces pour tenter de percer cette défense impénétrable. Brandissant son épée avec détermination, Lilina prépare une attaque puissante. Elle invoque son coup spécial, le Grand Sword Lightning Slash, visant à percer la fourrure impénétrable du cerbère. L'énergie de son attaque éclate avec force, illuminant le champ de bataille. Malgré la puissance de son attaque, le cerbère reste indemne, ce qui surprend Lilina. Elle réalise alors qu'elle a sous-estimé la force de son adversaire et regrette de ne pas avoir apporté l'épée sacrée. Déterminée, elle se prépare à poursuivre le combat avec plus de prudence. Face à la fourrure impénétrable du cerbère, Lilina décide de changer de stratégie. Si l'extérieur est trop dur, elle attaquera de l'intérieur. Elle serre les poings, déterminée à prouver sa valeur en tant qu'aventurière de rang A, refusant de mourir face à ce monstre. Malgré sa frustration de ne pas avoir son épée sacrée, elle se prépare à une nouvelle offensive audacieuse. Leno termine sa collecte avec un sourire satisfait, reconnaissant que cette quête était facile. Il admet avec humour avoir dit quelque chose de stupide en pensant que devenir un véritable aventurier passe par l'accumulation progressive d'exploits. Alors qu'il contemple la forêt, un mouvement soudain attire son attention. Le combat s'intensifie alors que Lilina fonce vers le cerbère, esquivant habilement ses attaques. Consciente de son avantage en vitesse et en technique, elle déploie rapidement une boîte de stockage magique pour préparer sa prochaine action. Pourtant, malgré sa maîtrise, un nouvel obstacle semble se profiler. Elle repère enfin la tête centrale du cerbère, seule capable de cracher du feu. Déterminée, elle décide de l'attaquer en premier avec une puissante orbe magique explosive. Le cerbère crache un puissant jet de flamme, illuminant la scène d'une lumière intense. Lilina esquive de justesse, tandis que la tête centrale s'enflamme sous l'impact de l'attaque explosive. Le combat atteint un nouveau paroxysme, révélant la férocité du monstre. Lilina prépare son épée de secours, consciente qu'elle n'est pas idéale mais capable de trancher la chair du cerbère. Elle décide de glisser sa lame à travers les interstices de la fourrure épaisse du monstre pour atteindre sa cible. Déterminée, elle fonce avec l'espoir de porter un coup décisif. Avec une détermination sans faille, Lilina fonce sur la tête centrale du cerbère, prête à trancher avec précision et justesse. Son regard est fixé sur sa cible. Consciente que chaque mouvement compte, le monstre réagit aussitôt, prêt à riposter face à cette attaque audacieuse. Serrant fermement son épée, Lilina se prépare à frapper avec rapidité et précision. Le serpent géant se déchaîne, mais elle garde son sang-froid. Déterminée à réussir son attaque, elle s'élance enfin,
encourageant ses alliés à accélérer pour l'accompagner dans ce coup décisif. Le Cerbère rugit, entouré de flammes qui embrasent la forêt autour de lui. Malgré la violence de ses attaques, le protagoniste réalise que ses coups restent trop superficiels. Il redouble d'efforts, cherchant à enfoncer sa lame plus profondément dans la fourrure épaisse du monstre. Lina frappe avec force, mais son épée commence à fondre sous la chaleur intense. Elle réalise avec surprise que la fourrure du Cerbère est en train de fondre, signe de la puissance brûlante du monstre. Le Cerbère rugit, ses flammes déchaînées illuminant la scène. Le Cerbère se dresse devant elle, ses 3 têtes enflammées rugissant avec fureur. Malgré sa taille imposante et sa puissance ardente, notre héroïne reste calme et déterminée, prête à affronter le monstre. La tension monte alors que le combat atteint son paroxysme. Léno réalise avec amertume son échec et regrette de ne pas avoir alerté la ville plutôt que d'affronter seul ce monstre de niveau catastrophe. Face à la puissance dévastatrice du Cerbère, elle comprend qu'aucune préparation ne suffirait à le vaincre. Elle cherche désespérément une solution pour éviter des pertes humaines. Le Cerbère libère un puissant souffle enflammé, projetant un torrent de flammes dévastatrices à grande vitesse. L'attaque embrase tout sur son passage, confirmant la dangerosité extrême du monstre. À bout de ressources, elle réalise que le village est trop proche pour fuir sans risque. Consciente de la gravité de la situation, elle décide de détourner le Cerbère pour gagner du temps. Son seul espoir est de l'attirer loin de la ville afin d'éviter un désastre. Consciente du danger extrême, elle s'élance directement vers le Cerbère, déterminée à le détourner malgré les risques. Son unique choix est de l'attirer loin du village pour protéger les habitants. Elle crie à l'attention du monstre, prête à tout pour gagner du temps. Face au Cerbère, un homme s'avance calmement, intrigué par la créature imposante. La tension est palpable alors qu'il ose s'adresser au monstre, cherchant à comprendre ce qui se passe. La jeune femme, encore en retrait, observe la scène avec une inquiétude grandissante. Léno réalise avec stupeur qu'il fait face à un Cerbère, un monstre de niveau catastrophe. La jeune femme l'avertit de fuir immédiatement, consciente du danger imminent. Malgré la gravité de la situation, il tente de se préparer, sachant qu'il ne pourra pas le vaincre facilement. Léno serre fermement son épée, déterminé à protéger la jeune femme coûte que coûte. Malgré ses doutes sur sa propre utilité à 40 ans, il refuse de la laisser mourir. Leur volonté commune de défendre les habitants s'affirme dans ce moment crucial. Léno se tient face au Cerbère, son épée levée, prêt à affronter ce monstre colossal. Son regard est déterminé, sans peur malgré l'ampleur du danger. Dans cette confrontation imminente, il incarne la dernière barrière entre la créature et les habitants. Le Cerbère, contre toute attente, commence à battre en retraite, surprenant nos héros. La jeune femme insiste pour que le protagoniste fuit, convaincu qu'il est en danger de mort, mais lui, déterminé, refuse de reculer, prêt à affronter ce monstre jusqu'au bout. Léno affirme avec conviction qu'il protégera la jeune femme, qui semble surprise par cette déclaration. Concentré, il se prépare mentalement à ne pas baisser sa garde, prêt à observer attentivement chaque mouvement du Cerbère pour frapper au bon moment. Face à la créature menaçante, il se tient prêt à agir avec précision et détermination. Léno repère le mouvement soudain du Cerbère et se prépare à réagir. La jeune femme, impressionnée par la rapidité du monstre, réalise que son comportement a changé. Le Cerbère attaque avec une vitesse et une puissance bien supérieures à celles observées auparavant. Léno semble avoir ralenti le temps, déconcertant le Cerbère qui ne comprend pas ce qui se passe. La jeune femme, stupéfaite, tente d'achever sa phrase, réalisant l'ampleur de ce phénomène. Soudain, une puissante attaque s'abat au sol, marquant le début d'un affrontement décisif. Léno remet en question la véritable nature du Cerbère, doutant qu'il soit une menace de niveau catastrophe. La jeune femme, choquée, s'étonne qu'il ait réussi à esquiver une attaque aussi rapide, tandis que le monstre grogne, visiblement irrité par leurs échanges. Un dialogue tendu s'installe, mêlant incrédulité et provocation mutuelle. Le Cerbère enflamme ses têtes serpentines, dégageant une aura de feu redoutable. La jeune femme s'alarme face à cette nouvelle menace. Consciente du danger imminent, Léno analyse rapidement la situation, réalisant que le monstre tente de l'écraser par le nombre et la chaleur, rendant toute esquive ou parade extrêmement périlleuse. Léno riposte avec rapidité, frappant les têtes enflammées du Cerbère avec son épée. Malgré la puissance des attaques du monstre, il parvient à esquiver et à contre-attaquer avec précision. Le monstre lance alors une charge fulgurante, forçant notre héros à se préparer à un nouvel assaut. La jeune femme s'étonne de voir que l'épée du protagoniste ne fond pas malgré la chaleur intense. Admirant sa qualité exceptionnelle, ce dernier explique qu'il tranche rapidement avant que la chaleur ne se propage.
une tactique risquée qui le fait passer pour un fou aux yeux de son allié, tandis qu'il attaque une des têtes enflammées du Cerbère. Notre héros se prépare à affronter le danger de front, prêt à tout malgré la peur de mourir face à ce monstre terrifiant. Léno remarque que le Cerbère est lent et que ses attaques manquent de puissance. Il commence à douter de la nature réelle du monstre, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce, un imposteur de Cerbère. La jeune femme, quant à elle, reste dubitative face à cette hypothèse. Léno avoue avoir eu du mal à affronter la créature, mais il remarque que son allié la traite comme un simple chiot. Il commence à douter sérieusement de la nature du monstre, se demandant comment elle peut rester si calme face à ce chiot, qui deviendra un énorme monstre en grandissant. Malgré ses doutes, il se prépare à continuer le combat. Le Cerbère enflamme soudainement l'air autour de lui, dégageant une chaleur intense qui menace de brûler quiconque s'en approche. La jeune femme, surprise, réalise qu'il est impossible de s'approcher sans être rôtie vive. Le Cerbère fonce droit sur eux en crachant des flammes, prêt à attaquer. Léno serre fermement son épée, déterminé à ne pas baisser sa garde. Il se prépare à donner tout ce qu'il a pour affronter cette nouvelle menace. Le Cerbère se dresse soudainement, rugissant avec puissance, prêt à en finir. Léno et son allié se préparent à riposter face à cette attaque décisive. Leur détermination est palpable alors que la tension atteint son paroxysme. Le Cerbère est soudainement tranché en deux, laissant tout le monde stupéfait. La jeune femme, encore sous le choc, peine à comprendre ce qui vient de se passer. Un allié apparaît calmement, annonçant que le combat est terminé et s'assure que tout le monde va bien. L'allié s'inquiète de l'état de la jeune femme après le combat, lui proposant même de préparer une potion si elle est blessée. Malgré son étonnement face à la puissance déployée, elle assure qu'elle va bien. Encore sous le choc de la situation, ils commencent à échanger, marchant ensemble à travers la forêt, tandis que la gratitude de la jeune femme envers son sauveur se fait sentir. Ils marchent ensemble en discutant avec légèreté, échangeant des plaisanteries sur la bataille et la force de chacun. La jeune femme exprime sa gratitude envers son sauveur, encore étonnée qu'un homme comme lui ait pu vaincre le Cerbère. Leur complicité naissante illumine ce moment de calme après la tempête. Altina se présente avec assurance comme une aventurière, tandis que Guy se dévoile également comme un aventurier, avouant qu'il a encore du chemin à parcourir. Curieux, il lui demande si elle est une personne célèbre, marquant un nouvel échange entre eux au cœur de la forêt. Altina révèle fièrement qu'elle détient le rang et le prestigieux titre de Sword Saint, un honneur rare dans tout le pays. Impressionné, Guy reconnaît la difficulté d'obtenir un tel titre, soulignant qu'il n'existe qu'un seul Sword Saint au maximum dans tout le royaume. Malgré cette reconnaissance, la jeune femme avoue avoir perdu confiance après avoir dû être sauvée, réalisant qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Guy admet humblement être un débutant dans le métier d'aventurier, ce qui surprend Altina. Soudain, un cri retentit au loin, interrompant leur conversation. Léno se demande alors pourquoi la jeune femme semble si choquée. Altina, submergée par le doute, s'accuse d'être une simple clown, incapable de tenir son rang de Sword Saint. Elle annonce qu'elle abandonne et veut retourner à la campagne, laissant Guy déconcerté face à ce brusque changement d'attitude. Léno tente alors de la rassurer, lui expliquant qu'il est normal de faire des erreurs et qu'il faut simplement persévérer. Léno se confie en expliquant qu'il est un homme âgé, mais qu'il a réussi à devenir aventurier malgré tout. Il encourage la jeune femme à saisir une nouvelle chance et à regarder vers l'avenir, convaincu qu'un avenir radieux l'attend. Touchée, elle lui demande pourquoi il est si gentil avec elle. Léno admet qu'il ne fait que dire l'évidence, mais Altina réalise qu'il est bien plus qu'un simple épéiste. Elle reconnaît en lui une force émotionnelle et un cœur immense, se sentant inférieure à ses qualités. Pourtant, elle commence à envisager qu'avec un homme comme lui à ses côtés, elle pourrait peut-être changer. Soudainement pleine de détermination, elle fait une demande surprenante au protagoniste, devenir son disciple. Ce dernier, visiblement pris au dépourvu, ne sait pas comment réagir face à cette requête inattendue. Léno, surpris, se défend en expliquant qu'il est un aventurier débutant de rangée et qu'il n'est pas très doué à l'épée. Malgré ses doutes, la jeune femme insiste avec détermination, affirmant qu'il est un épéiste exceptionnel à ses yeux et qu'elle souhaite sincèrement qu'il lui enseigne l'art du combat. Elle ne fait pas que parler, elle est convaincue et sérieuse dans sa demande. La jeune femme insiste avec ferveur pour devenir la disciple du protagoniste, qui reste dubitatif face à cette demande inattendue. Malgré son étonnement et ses doutes sur ses propres compétences, il reconnaît la détermination de la jeune fille. Après un échange piquant où elle lui reproche son manque de bon sens, il finit par accepter, comprenant son désir sincère de devenir plus forte. Léno, humble, avoue qu'il apprend encore lui-même et ne sait pas vraiment ce qu'il peut lui enseigner.
il propose néanmoins de parcourir ensemble la voie de l'épée, comme des compagnons de route. La jeune fille, pleine d'enthousiasme, accepte avec gratitude, tandis que le héros lui demande de ne pas suivre aveuglément ses enseignements, mais de toujours réfléchir par elle-même. Leno explique que la voie de l'épée est unique à chacun et qu'il n'existe pas de méthode universelle à suivre. Il insiste sur l'importance de ne pas appliquer aveuglément des formules strictes, car c'est ainsi que les gens grandissent vraiment. La jeune disciple, admirative, reconnaît que son maître est bien différent des autres. La jeune fille exprime son désir de devenir plus forte, à l'image de son maître. Ensemble, ils scellent leur engagement par une poignée de main, prêts à suivre un bon chemin à venir. Leno reconnaît en elle une épéiste talentueuse et disciplinée, conscient de la valeur de cette nouvelle alliance. De retour à la guilde des aventuriers, le héros est accueilli chaleureusement par ses compagnons. Il présente les herbes médicinales qu'il a récoltées lors de sa première mission, prêt à les faire évaluer. L'atmosphère est détendue, mais l'interrogation sur le déroulement de la quête reste présente. Leno avoue avoir rencontré quelques petits problèmes durant sa mission. Sans être blessé, il tente d'expliquer qu'il a combattu un cerbère et que l'épéiste sacré est devenu sa disciple, mais peine à trouver les mots justes. Alors qu'il parle, Altina arrive, suscitant la curiosité des autres aventuriers. Altina dévoile fièrement son épée sacrée, qu'elle présente comme une arme légendaire. Elle explique qu'elle s'appelle la Holy Sword, symbole de puissance et de prestige. Altina reconnaît son inexpérience et exprime son désir d'apprendre tout ce qu'elle peut pour devenir une épéiste digne de la Holy Sword. Leno, modeste, admet que son propre apprentissage est en grande partie autodidacte et doute de pouvoir lui enseigner grand-chose. Malgré tout, il encourage son enthousiasme, prêt à lui transmettre ce qu'il sait. Altina reproche au héros d'être trop modeste, rappelant que c'est lui qui l'a remise à sa place quand elle devenait trop arrogante. Elle s'étonne aussi de sa confiance sur les sujets liés au « vieux », ce à quoi il répond simplement qu'il est un vieil homme. Pendant ce temps, une autre aventurière, intriguée par leur proximité, interroge le héros sur sa relation avec Altina, qui admet qu'ils viennent juste de se rencontrer. Altina affirme fièrement qu'elle est devenue la disciple d'épée du héros, le désignant comme son maître. Cette déclaration surprend vivement les aventuriers présents, qui peinent à y croire. Une autre aventurière, soulagée, exprime sa joie en voyant que tout va bien. Leno, un peu déconcerté, trouve normale la surprise des autres face à leur relation. Altina, avec assurance, explique qu'elle est tombée amoureuse de l'art de l'épée de son maître. Admirant sa beauté, sa puissance et sa douceur, elle conclut fièrement que c'est donc tout naturel qu'elle devienne sa disciple. Une aventurière reconnaît en Guy un futur prometteur. Comprenant pourquoi Altina a choisi de devenir sa disciple, cette dernière se réjouit d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui partager son admiration pour son maître. Leur complicité naissante ne passe pas inaperçue, même si certains restent sceptiques autour d'eux. Altina annonce qu'elle a des nouvelles concernant la demande de mission, directement venue du Seigneur. Elle explique que la guilde a reçu une requête de coopération suite à une attaque récente d'un monstre de niveau catastrophe dans le domaine du Seigneur. Leno confirme qu'Altina était en forêt pour enquêter, ce qui lui a permis de rencontrer son maître. Elle propose alors de montrer son rapport pour aller plus vite. Un énorme cerbère a été capturé et exposé devant la guilde, suscitant la surprise générale. Une aventurière ordonne de prévenir immédiatement le maître de guilde et le seigneur, tandis qu'Altina précise que son maître est celui qui a vaincu la bête. Altina raconte avec admiration que son maître a tranché le cerbère en deux d'un seul coup, démontrant une maîtrise exceptionnelle de l'épée. Les aventurières sont stupéfaites, doutant même de son humanité face à une telle puissance. Malgré les doutes, Altina insiste sur le fait que son maître peut couper bien plus que de l'acier, allant jusqu'à fendre la terre d'un seul coup. Altina avoue qu'elle a toujours cru que le héros deviendrait un excellent aventurier, mais ne s'attendait pas à ce niveau. Leno admet qu'il a eu de la chance, car c'est grâce aux dégâts infligés par Altina que la bête a pu être vaincue. Une aventurière insiste que battre un cerbère ne relève pas du simple hasard. Leno reçoit la récompense pour sa quête de récolte d'herbes, mais on lui explique que l'évaluation de la prime pour la défaite du cerbère prendra du temps. Il est invité à revenir plus tard, tandis qu'une discussion s'engage sur l'utilisation du terrain d'entraînement pour progresser. Altina, enthousiaste, souhaite apprendre en imitant son maître, qui la rassure en lui disant qu'avec un peu d'entraînement, elle pourrait rapidement le surpasser. Leno explique qu'il ne fait que s'entraîner à manier l'épée, ce qui surprend Altina. Pourtant, son incroyable concentration et sa maîtrise du geste montrent que son esprit et son épée ne font plus qu'un. L'atmosphère autour d'eux semble soudainement changer, témoignant de la puissance de son entraînement. Altina, fascinée, se remémore l'art de l'escrime qui l'a profondément touché. Leno, prêt à commencer son entraînement,
incarne cette maîtrise qu'elle admire tant. Enthousiaste, elle s'élance pour observer de près ce moment qu'elle attendait avec impatience. Altina est déconcertée, incapable de suivre le mouvement de l'épée qui lui semble invisible. Léno lui explique que ce n'était qu'un simple mouvement d'entraînement, mais elle reste perplexe, sentant à peine un léger déplacement. Il insiste sur l'importance de composer son esprit avant de frapper, et propose de répéter l'exercice, ce qu'elle accepte timidement. Déterminé à ne pas rater cette fois, le protagoniste se concentre intensément, prêt à garder les yeux grands ouverts. Il saisit fermement son épée, prêt à répéter l'exercice avec une attention accrue. Altina observe, intriguée par cette nouvelle détermination. Altina avoue qu'elle ne peut pas voir les mouvements d'entraînement du maître, trop rapides pour ses yeux. Léno est surpris, mais commence à comprendre la situation. Il suggère alors qu'elle porte des lunettes, révélant qu'elle a une mauvaise vue, ce qui explique ses difficultés. Léno remarque soudain qu'Altina a quelque chose dans l'œil, ce qui la fait paniquer et nie avoir compris l'exercice. Il la taquine en l'appelant un maître et en la traitant de folle, ce qui la pousse à expliquer que ce n'est pas un simple coup d'entraînement, mais une technique très avancée nécessitant une concentration et une force mentale et physique exceptionnelles. Léno révèle qu'il effectue 10 000 mouvements d'épée par jour, un chiffre qui laisse Altina stupéfaite. Elle peine à croire qu'une telle quantité d'efforts soit possible en une seule journée, soulignant l'extrême exigence physique et mentale de cet entraînement. Face à son incrédulité, il insiste fermement sur l'importance de cette discipline quotidienne. Léno admet qu'il ne ment pas, même si Altina a du mal à y croire. Elle se demande si son maître est vraiment un dieu de l'épée, un titre prestigieux qu'il aurait obtenu à 18 ans. Malgré ses doutes, elle souhaite apprendre l'art de l'épée auprès de lui, fascinée par cet immense écart de compétences entre eux. Léno confie qu'il a longtemps peiné à maîtriser son entraînement et qu'il a parfois voulu abandonner, mais en trouvant un sens profond à son art de l'épée, il a pu progresser à nouveau. Altina, impressionnée, doute de pouvoir suivre un tel rythme, surtout en entendant qu'il réalise désormais 10 000 mouvements en seulement 1 heure. Le maître complimente Altina, soulignant que son art de l'épée est à la fois élégant et puissant. Il la qualifie de magnifique épéiste, renforçant ainsi la confiance de la jeune fille. Touchée, elle le regarde avec émotion, prête à poursuivre son apprentissage. Le maître admet qu'il a été longtemps isolé, mais il demande à Altina de croire un peu en lui aussi. Touchée, elle lui assure qu'elle croit en lui plus que quiconque. Remplie de détermination, elle se prépare à poursuivre son entraînement avec enthousiasme. Déterminée, elle demande à son maître de rester à ses côtés et de veiller sur elle. Convaincue que sa présence lui donnera la force de se surpasser, elle promet de donner le meilleur d'elle-même. Altina, encore fatiguée de l'entraînement, doute de pouvoir égaler les mouvements rapides de son maître, mais il l'encourage en lui assurant qu'elle progressera vite. En marchant dans les rues, elle s'inquiète de savoir où il va loger, et il lui propose de l'accompagner à l'auberge où il séjourne. La jeune fille réfléchit à quel point son maître est exceptionnel, non seulement par sa force, mais aussi par sa gentillesse et son courage, notamment lorsqu'il l'a sauvée du Cerbère. Elle s'imagine alors son maître en prince charmant, rayonnant de prestance et de noblesse, comme sorti d'un conte de fées, entouré de fleurs. Cette vision lui inspire admiration et fascination. Bien qu'il ait plus du double de son âge, elle ne peut s'empêcher d'admirer son apparence, qui correspond parfaitement à ses goûts. Elle se surprend à vouloir rester à ses côtés pour toujours. Consciente de ses sentiments naissants, timidement, elle avoue à son maître qu'elle pense être amoureuse. La jeune fille se blottit contre son maître avec enthousiasme, tandis que ce dernier la réprimande doucement, trouvant son comportement un peu déplacé. Malgré sa timidité, elle remarque qu'il ne semble pas du tout embarrassé par sa déclaration. La jeune fille soupire, consciente que les gens pourraient facilement les prendre pour un père et sa fille à cause de leur différence d'âge. Elle taquine gentiment son maître, lui reprochant sa lenteur à comprendre ses sentiments. Ce dernier, un peu perdu, réalise à quel point les émotions des jeunes filles peuvent être compliquées. Une calèche attire l'attention des passants, qui chuchotent en reconnaissant la dame féodale qui en descend. Cette dernière, élégante et sûre d'elle, s'avance avec grâce, suscitant curiosité et respect dans la foule. Une jeune femme s'adresse soudainement à Guy Gulveig avec un sourire radieux, déclarant qu'elle l'a enfin retrouvé. Surpris, le protagoniste se demande qui elle est tandis que la foule les entoure, intriguée par cette rencontre inattendue. Une femme élégante se présente comme Sélif Falsurina, la maîtresse du domaine d'Estrante. Avec grâce, elle invite poliment Guy à la suivre chez elle, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur rencontre. Léno, un peu surpris, écoute attentivement cette invitation inattendue. Alors qu'ils voyagent en calèche,
le protagoniste se retrouve pris au milieu de deux jeunes femmes qui le questionnent vivement sur sa relation avec leur maîtresse. L'une d'elles l'accuse d'avoir eu des avances envers une fille trop jeune, ce qui le déstabilise complètement. Tentant de se défendre, il nie toute familiarité, tandis que les tensions montent dans cet espace confiné. Leno, un peu agacé, souhaite que la jeune femme arrête de le taquiner ainsi. Elle sourit malicieusement et assure qu'elle plaisante, puis, elle se remémore leur première rencontre où il lui a sauvé la vie, exprimant sa gratitude et sa joie de le revoir. Leno admet ne pas se souvenir de lui avoir donné son nom, tandis que la jeune femme révèle qu'elle a reçu un rapport sur la soumission du Cerbère et était certaine qu'il s'agissait de lui. Elle confie avoir cherché à le retrouver pour le remercier correctement, exprimant sa joie de cette rencontre, avec sincérité. Elle demande à être traitée normalement, sans prétention, devant celui qui lui a sauvé la vie. Leno accepte finalement d'appeler la noble Célie par son prénom, trouvant que le titre de « dame féodale » sonne trop distant. Altina, visiblement jalouse, défend farouchement sa place auprès de son maître, affirmant être sa disciple numéro 1 et la plus proche de lui. Une tension palpable s'installe entre les deux jeunes femmes, tandis que le héros observe, un peu déconcerté par cette atmosphère hostile. La jeune femme exprime son honneur d'accueillir le héros et sa disciple chez elle. Elle ordonne de préparer immédiatement des boissons et des douceurs. Lorsqu'elle demande où se trouvent ses parents, on lui répond qu'ils sont absents, occupés à gérer une affaire importante. La noble exprime une profonde gratitude envers le héros pour l'avoir sauvé des monstres, souhaitant le récompenser comme il se doit. Ce dernier refuse poliment, minimisant l'ampleur du combat en parlant de simples « petites ogres ». Une discussion s'engage alors, remettant en question la véritable nature des ennemis affrontés, tandis qu'Altina s'étonne de cette différence de perception. Leno affirme que ces « petites ogres » n'existent pas vraiment, ce qui surprend Altina. Il explique que les monstres qu'il a affrontés ressemblaient davantage à des gobelins, faibles et familiers pour lui, puisqu'il les a souvent combattus comme partenaires d'entraînement. Cette révélation déstabilise la jeune femme, qui doute de la perception de son grand-père. Altina exprime son admiration pour la puissance du héros, tout en regrettant son manque de confiance en lui. Elle l'encourage vivement à croire davantage en ses capacités. Malgré son humilité, Leno, bien que touché, se considère encore comme un novice comparé à son grand-père, méditant sur l'importance de la confiance en soi. Leno hésite à accepter la récompense, conscient des enjeux de réputation pour les nobles. Encouragé par Altina, il finit par accepter avec gratitude le sac d'or qui lui est offert. En découvrant la somme, il est surpris par l'importance de la récompense, bien qu'il reste modeste face à cet argent. Altina annonce qu'un banquet sera organisé en l'honneur du héros ce soir, insistant sur l'importance de maintenir des liens avec la noblesse. Leno, soucieux de ne pas causer de désagréments, demande son avis, et la jeune femme le rassure en acceptant de l'accompagner, prête à suivre sa décision. Ils conviennent alors de profiter de cette occasion, tandis qu'Altina se retire pour préparer l'événement. Leno savoure les biscuits tout en exprimant ses doutes sur les intentions de Célie, soupçonnant une possible machination. Altina le met en garde, mais il reste convaincu que rien de malveillant ne se trame, estimant que Célie cherche simplement à leur faire une demande. Malgré tout, il anticipe que cette situation, liée à une noble, risque de leur causer des ennuis. Leno explique qu'il ne peut pas simplement abandonner Célie. Malgré les risques, Altina, surprise, accepte néanmoins de le suivre si cela représente un problème. Ils comprennent alors que Célie a réellement besoin d'aide à cet instant. Leno ressent un fort désir d'aider Célie, convaincu qu'elle est différente des autres nobles qu'il connaît. Il presse que sa demande dépasse les simples affaires personnelles et touche à quelque chose de plus important. Célie, consciente que son besoin d'aide est évident, admet que sa requête est bien réelle. Elle remercie sincèrement le héros, qui, malgré ses doutes, accepte d'écouter ce qu'elle a à lui demander, prêt à faire ce qu'il peut. Célie s'adresse au héros et à Altina pour leur faire une demande en tant qu'aventurier. Elle leur propose une mission risquée, soumettre un certain monstre, avec une récompense de 300 pièces d'or. Cette somme étonne le héros et Altina, car elle est 3 fois plus élevée que celle offerte pour l'ogre roi et la horde d'ogres. Altina s'inquiète face à la récompense exceptionnelle proposée, doutant que ce soit une mission ordinaire. Elle réalise que la cible pourrait être un monstre de niveau catastrophe, ce qui dépasse largement un simple désastre de rang A. Célie confirme que, bien qu'il n'ait pas encore de preuves définitives, il s'agit très probablement d'un monstre de ce niveau. La cible de la mission est révélée, un dragon de rang S, un monstre d'une puissance exceptionnelle. Ce niveau de menace justifie pleinement la récompense inhabituelle proposée. Leno comprend alors l'ampleur du danger qui les attend. Altina exprime son choc en apprenant qu'un dragon, un monstre capable de dévaster un pays entier,
a été aperçue près d'une zone habitée, un événement rare depuis des décennies. Elle réalise que la situation est désormais un problème qui menace tout le royaume. La jeune noble confesse aussi ses difficultés politiques, expliquant qu'elle ne peut pas compter sur un soutien militaire venant de la capitale. Altina explique que ses parents sont actuellement en train de solliciter l'aide des autres maisons nobles. Consciente qu'elle ne peut protéger la ville seule, elle implore les 2 mercenaires de lui prêter leur force pour défendre les habitants. Son regard trahit à la fois sa détermination et son inquiétude face à l'ampleur de la menace. Malgré le danger imminent, l'un des mercenaires refuse d'intervenir, jugeant la situation inutile. Altina exprime son exaspération face à l'immobilisme des autorités, incapable d'envoyer des renforts à cause de querelles politiques, mais le protagoniste, déterminé, refuse de fuir et choisit de rester pour défendre la ville. Léno réalise que si le dragon attaque, la ville d'Estrande sera détruite, car il est impossible d'évacuer rapidement des milliers d'habitants. Il admire la noblesse de Célie, qui pourrait fuir mais choisit de rester pour protéger son peuple, touché par son courage. Il se demande s'il aura la force de l'aider dans cette épreuve. Léno pense à son grand-père, ce grand épéiste légendaire, et se demande s'il pourra un jour le surpasser. Il réalise que c'est en dépassant son aïeul qu'il pourra enfin gagner confiance en lui. Malgré ses doutes, il serre fermement la garde de son épée, prêt à affronter ce qui l'attend. Malgré la menace d'un dragon, le protagoniste jure de tout faire pour protéger les habitants qu'il a choisi de défendre. Sa détermination est plus forte que jamais, prêt à se battre jusqu'au bout. Célie remercie chaleureusement le protagoniste, qui répond humblement. La jeune femme au caractère plus vif taquine la situation, consciente qu'elle passe pour la méchante du groupe. Malgré tout, elle reconnaît avec un sourire la franchise et la sincérité du héros, même si cela semble désavantager ceux qui agissent ainsi dans ce monde. La jeune femme éclate de rire en taquinant le protagoniste sur son audace à vouloir affronter un dragon malgré les risques. Lui, un peu gêné, admet qu'il est un idiot, tandis qu'elle reconnaît sincèrement son courage. Leur complicité s'affirme, mêlant respect et légèreté dans ce moment d'échange. Léno, gêné, refuse d'admettre qu'il rougit malgré les taquineries de la jeune femme qui trouve ce côté enfantin attachant. En apprenant qu'il va combattre, elle décide de l'accompagner, affirmant que c'est son devoir en tant que disciple, tout en précisant qu'il ne faut pas mal interpréter ses intentions. Leur lien se renforce dans cette promesse d'affronter ensemble les dangers à venir. Léno s'interroge sur la notion de tsundere en observant la jeune femme, qui rougit et proteste vivement. Une autre personne confirme avec amusement ce trait de caractère. Dans un moment plus calme, il affirme qu'il s'est entraîné pour protéger les autres, renforçant sa détermination à veiller sur ses filles et la ville. Un messager annonce que le groupe d'exploration a repéré un dragon qui se dirige vers la forteresse du Nord. La jeune femme semble satisfaite, confirmant que tout se déroule comme prévu. Le conseil décide de défendre Estrande coûte que coûte en interceptant le dragon à la forteresse. Le plan d'assujettissement du dragon est enfin dévoilé aux aventuriers réunis autour de la table. Depuis la découverte de la créature, la troupe de reconnaissance de la dame féodale suit sa progression, ralentissant et déviant sa route grâce à de nombreux pièges. Les aventuriers se préparent à se rendre à la forteresse du Nord pour y rejoindre l'ordre des chevaliers. Malgré l'absence de renfort de la couronne ou des autres maisons, la jeune femme révèle qu'il dispose d'un atout majeur, le canon à dragon, une arme dernier cri développée dans la capitale pour combattre ces créatures. Les aventuriers, impressionnés mais sceptiques, discutent de cette nouvelle arme et du travail acharné de Célie pour l'obtenir. Un homme mystérieux intervient, rejetant l'idée de dépendre du canon à dragon et affirmant qu'il pourrait abattre la créature seule. Sa confiance déroute les aventuriers, qui se demandent qui il est. Avec un sourire en coin, il déplore l'ignorance des villageois à son sujet, soulignant leur désespoir. L'homme se présente comme Sigrin Gulveig, un aventurier de rang apportant le titre prestigieux de « héros ». Cette appellation est réservée à ceux qui accomplissent des exploits historiques, notamment face à un dragon. Les villageois, surpris, murmurent son nom avec étonnement et espoir. Sigrin affirme avec assurance qu'aucun ennemi ne peut résister à un « héros » comme lui, se présentant comme l'atout maître face au danger. Les villageois commencent à murmurer, reconnaissant le nom prestigieux de Gulveig, tandis qu'un homme proche semble hésitant à s'impliquer, préférant rester discret sur ses liens avec cette famille. Une jeune femme accepte de garder le secret, consciente des complications que cela pourrait engendrer. La jeune femme demande à Sigrin de combattre aux côtés du canon du dragon, ce qu'il accepte avec enthousiasme. Il propose même de dîner ensemble avant leur départ imminent. Malgré son assurance, il ne peut s'empêcher de taquiner la jeune femme sur sa timidité, tandis que les autres observent la scène avec amusement et légères exaspérations.
Altina fait une apparition surprise, provoquant une réaction mitigée chez la jeune femme qui la reconnaît avec agacement. Altina, souriante et pleine d'entrain, propose un trajet en calèche et de partager une auberge, tandis que la jeune femme, visiblement exaspérée, refuse catégoriquement, la traitant même de héros harceleur. L'atmosphère est tendue, mêlée à une pointe d'humour face à cette confrontation inattendue. Le héros taquine la jeune femme en affirmant qu'elle fait partie de ses prétendantes, ce qui la met immédiatement en colère. Elle refuse catégoriquement cette idée, le traitant d'illogique et lui ordonnant de ne pas décider à sa place. Leno, observant la scène, réalise que la situation pourrait rapidement devenir problématique, tandis que le héros se moque gentiment de la résistance de la jeune femme, la qualifiant de jeu de séduction. La jeune femme dégaine soudain son épée avec un regard glacial, que le protagoniste décrit comme « les yeux d'un meurtrier ». Elle attrape fermement le héros pour l'entraîner hors de la pièce, exigeant de partir immédiatement. Malgré la tension, le héros tente de comprendre qui elle est, tandis que le protagoniste essaie de calmer la situation. La jeune femme repousse avec véhémence les avances du héros, affirmant qu'elle part avec son maître et qu'aucun autre ne l'accompagnera. Leno, souriant malicieusement, l'accuse d'être toujours aussi malhonnête, tandis qu'elle clame son souhait de ne jamais le revoir. Elle entraîne son maître hors de la pièce, laissant derrière eux une atmosphère tendue. Leno est déconcerté et refuse de comprendre pourquoi Altina a choisi ce vieil homme plutôt que lui. Bouleversé, il se promet de la sauver et de faire payer ce choix. Convaincu qu'elle a été trompée, animé d'un courage héroïque, il se prépare à intervenir, déterminé à jouer le rôle du sauveur. Altina s'excuse auprès de son maître pour une situation embarrassante qu'elle lui a révélée. Ce dernier la rassure en lui disant qu'il n'a pas besoin de s'excuser, tout en exprimant une légère inquiétude quant au problème que cela pourrait lui causer. Pendant ce temps, une conversation s'engage sur les récents événements, évoquant une série de quêtes difficiles accomplies en compagnie d'un certain groupe. Le passé trouble d'un ancien compagnon est révélé. Malgré son statut de noble, riche et héros, il était un séducteur invétéré dont les avances répétées ont fini par agacer le groupe. Cette insistance a poussé la jeune femme à quitter la compagnie, craignant pour sa sécurité. Leur conversation laisse entrevoir une émotion sincère et une inquiétude grandissante face à cette situation. Le maître rassure Altina en lui affirmant qu'il ne la blâme pas et que sa colère était justifiée. Il lui rappelle qu'en tant que son maître, il considère naturel de la protéger et ne voit pas cela comme un fardeau. Touchée, Altina le remercie sincèrement, tandis qu'un geste affectueux vient apaiser la tension entre eux. Altina décide d'oublier l'ancien compagnon et accepte avec enthousiasme la proposition de son maître de lui offrir un repas une fois la mission terminée. Ce dernier taquine la jeune femme sur ses revenus, ce qui la fait rougir et réagir vivement. Leur complicité se renforce alors qu'ils se promettent de célébrer ensemble la protection de la ville. 3 jours plus tard, le groupe arrive enfin près de la forteresse, où l'atmosphère est tendue. Les préparatifs pour la bataille s'accélèrent. Les catapultes sont en cours d'installation tandis que chacun se prépare à l'arrivée imminente du dragon. Le lieu, bientôt transformé en champ de bataille, reflète l'urgence et la détermination des défenseurs. Le groupe découvre le redoutable dragon canon, une arme puissante nécessitant du temps pour charger son mana. Les aventuriers sont chargés de détourner l'attention du dragon, tandis que mages et catapultes assurent le soutien. La détermination est palpable, chacun conscient de son rôle crucial dans cette opération décisive. Altina est félicitée pour avoir négocié des fournitures à prix réduit, ce qui soulage grandement le groupe. Elle savoure les compliments avec un sourire radieux, tandis qu'une autre membre du groupe montre un brin de jalousie. L'ambiance reste légère malgré la tension, renforçant les liens entre les compagnons. Un homme s'élève sur les remparts, furieux, défendant avec passion la femme qu'il aime et exigeant des excuses. Leno, un sourire en coin, le provoque en lui demandant de s'excuser pour apaiser la situation. Pendant ce temps, les compagnons échangent des hypothèses, certains doutant que la femme ait choisi un homme aussi banal, tandis que le principal intéressé reste perplexe face à ces accusations. Un homme lance un défi en duel pour protéger Altina, exigeant que son rival s'éloigne d'elle s'il gagne. Leno, calme, minimise la situation en affirmant qu'Altina ne fait que jouer la difficile. Malgré les provocations, il commence à éprouver de la pitié pour son adversaire. Leno propose un duel décisif, celui qui tuera le dragon sera déclaré vainqueur. Malgré l'urgence de la situation, une jeune femme s'apprête à dégainer son épée sacrée, menaçant de réduire son adversaire en rouille. L'atmosphère devient tendue, mêlant défi et détermination. Le prétendant se présente fièrement comme un héros, affirmant qu'il possède la force nécessaire pour tuer le dragon. Il défie alors calmement le protagoniste, lui assurant qu'il n'a aucune chance de gagner, et lui demande s'il accepte ce combat décisif.
Leno affiche une confiance inébranlable, tandis que notre MC reste silencieux, surpris par cette déclaration. Leno accepte finalement le défi, ce qui surprend ses compagnons. Une stratégie se dessine, utiliser le prétendant comme une distraction pour attirer le dragon, permettant ainsi au canon du dragon de frapper. Malgré les doutes, l'équipe semble comprendre et approuver ce plan ingénieux. Le prétendant exprime avec sincérité que s'excuser est un petit prix à payer pour protéger la ville. Les deux jeunes filles, touchées, le trouvent trop bon pour son propre bien et le qualifient de merveilleux. Une légère complicité se crée entre elles, tandis que le protagoniste s'interroge sur la composition déséquilibrée de l'équipe d'aventuriers. Leno remarque que le prétendant est quasiment le seul aventurier venu de la capitale, ce qui l'intrigue. Une autre voix explique que les effectifs des autres villes sont curieusement faibles, sans pouvoir en donner la raison exacte, mais souligne que le prétendant est fortement recommandé par le quartier général. Cette étrange situation pousse notre héros à se demander si Sigrain ne cacherait pas quelque chose. Une immense explosion déchire le paysage, pulvérisant une tour entière sous un puissant rayon d'énergie. Leno, calme mais alerte, annonce que la menace est enfin arrivée. Les aventuriers autour de lui réagissent, surpris et inquiets, réalisant que le dragon canon est bien réel. Un immense dragon surgit dans le ciel, dominant la scène de sa présence imposante. Les aventuriers, figés d'étonnement, le désignent avec effroi, réalisant que la légende est devenue réalité. L'ombre de la menace plane désormais sur eux. Le dragon canon a été détruit, une surprise totale puisque le dragon était censé reposer dans les marais, sous la surveillance d'une unité de suivi. Cette dernière a probablement été anéantie sans qu'aucun rapport ne soit parvenu. Leno analyse la situation, soulignant l'intelligence du dragon qui a su anticiper leurs mouvements, et son caractère redoutable. Un des aventuriers confirme que le dragon a clairement ciblé le dragon canon, tandis qu'une autre réplique avec ironie sur les personnalités conflictuelles du groupe. Le dragon, imposant et sûr de lui, semble défier les humains, les invitant à compter sur leur propre force plutôt que sur des artifices. Un sourire confiant éclaire le visage d'un membre du groupe, intrigué par cette attitude. Leno fonce droit vers le dragon en criant un défi, prêt à porter un coup décisif avec son épée. Le dragon se prépare à riposter, déployant une puissante attaque d'énergie. Un sourire confiant éclaire le visage du héros, affirmant sa détermination et la puissance d'un véritable héros. Leno lance une attaque fulgurante, enchaînant un Piercing Blade et un Swift Blade dans un assaut rapide. Malgré son effort, le dragon reste indemne, sans la moindre égratignure. Les compagnons, inquiets, jugent cette charge en solo insensée face à une créature capable de dévaster un royaume à elle seule. Le dragon réplique avec force, rappelant que personne ne devrait l'affronter seul. Leno, défiant cet avertissement, esquive avec agilité et affiche un sourire confiant, prêt à dévoiler toute l'étendue de ses capacités. Il se lance à nouveau à l'assaut, déterminé à prouver sa valeur face à l'imposante créature. Conscient que ses attaques ne peuvent percer les écailles du dragon, le héros change de stratégie et vise directement les yeux de la bête. Il déchaîne alors toute sa puissance avec la technique Battle Spirit Unleashed, prêt à frapper là où la créature est la plus vulnérable. Leno exécute sa technique ultime, Titan Linge, plongeant avec une puissance dévastatrice vers le dragon. Son attaque, forgée à partir d'un esprit de combat concentré, promet de briser toutes les défenses. Confiant, il affirme qu'aucune armure ne résistera à ce coup. Malgré toute sa puissance, le coup porté par le héros ne parvient pas à percer l'œil du dragon, suscitant son incrédulité. Le monstre, surpris, réagit vivement tandis que ses alliés le mettent en garde contre son excès de confiance face à une telle menace. Leno, déstabilisé, doit rapidement esquiver la contre-attaque féroce du dragon. Une nouvelle combattante entre en scène, défiant le dragon avec assurance. Elle brandit son épée sacrée et se prépare à porter un coup décisif, déterminée à changer le cours du combat. La combattante déclenche sa technique Swift Blade avec une précision fulgurante. Son attaque, nommée Crescent Moon, fend l'air en un arc lumineux qui s'abat directement sur le dragon, prêt à infliger un coup décisif. Le dragon rugit en ouvrant grand sa gueule, ordonnant aux combattants de dégager le passage. La combattante réalise avec surprise que la carapace extérieure du monstre est bien plus épaisse que prévu. Pendant ce temps, le héros esquive rapidement l'attaque imminente. Le dragon hurle de douleur, visiblement affecté par une attaque inattendue. Leno explique que c'est une épice brûlante utilisée pour désorienter l'ennemi, offrant ainsi une ouverture cruciale. Malgré la souffrance, le monstre reste coriace, mais le combat semble basculer en faveur des combattants. Face à la nécessité de s'unir, les combattants se regroupent pour préparer leur défense. Leno et Altina décident de détourner l'attention du dragon eux-mêmes.
malgré les risques, Altina refuse catégoriquement toute idée de fuite, affirmant sa détermination à rester aux côtés de son maître. Leno lutte contre son instinct protecteur, conscient que fuir ne permet pas de grandir face à un ennemi puissant, il admire la détermination d'Altina, une épéiste résolue qui refuse de reculer. Ensemble, ils décident de gagner du temps, prêts à risquer leur vie pour affronter le dragon côte à côte, tout en promettant de ne pas agir de manière imprudente. Leno reconnaît que combattre un dragon est déjà une folie en soi, soulignant l'ampleur du danger qui les attend. Malgré cela, ils se tournent vers Altina, prêts à élaborer leur stratégie d'attaque pour affronter cette menace colossale. Leur détermination à passer à l'offensive est palpable. Le dragon surgit avec une puissance terrifiante, prêt à attaquer. Sans perdre une seconde, le héros et Altina se lancent à l'assaut, déterminés à affronter la bête ensemble. Leur courage est palpable alors qu'ils crient leur volonté de combattre. Leno et Altina élaborent rapidement une stratégie pour détourner l'attention du dragon et l'empêcher d'atteindre la forteresse. Ils savent qu'un affrontement frontal ne ferait que briser leurs armes, alors ils cherchent à frapper les points faibles du monstre, comme ses ailes ou l'intérieur de sa gueule où ses écailles sont plus fragiles. Leur détermination à agir avec prudence et efficacité est plus forte que jamais. Leno parvient à toucher le dragon, qui s'étonne de voir son écaille tranchée malgré leur dureté légendaire. Intrigué, il demande quel genre de technique a été utilisée, tandis que le protagoniste reste humble, attribuant son succès à la chance. Altina et lui se préparent à poursuivre leur offensive, conscients que chaque coup compte dans ce combat titanesque. L'armée se lance à l'assaut, suivant de près les légendaires chevaliers épées, menés par un guerrier d'une force exceptionnelle. Altina remarque leur rapidité à se regrouper, signe de leur expérience. Confiant, il croit pouvoir en finir rapidement avec le dragon. Le dragon pousse un rugissement terrifiant qui glace le sang des combattants expérimentés. Sa simple présence impose une pression écrasante, capable de semer la panique parmi les guerriers aguerris. Face à cette créature monstrueuse, capable de détruire une nation entière à elle seule, l'armée ressent l'ampleur du défi qui l'attend. Le chef d'armée exhorte ses troupes à garder leur calme malgré l'échec du plan initial. Il rappelle à tous que leur mission reste la même, vaincre le dragon et protéger la ville. Altina renforce cette détermination en soulignant l'importance de protéger ceux qui comptent pour eux, tandis que les soldats retrouvent courage face à la menace colossale. Le dragon libère plusieurs sphères de feu, forçant les soldats à se disperser rapidement. Le chef ordonne de l'encercler pour diviser son attention et trouver une ouverture. Tous se lancent à l'assaut, déterminés à exploiter la moindre faille dans la défense de la bête. Le dragon fonce droit sur eux, semant la panique parmi les soldats. Une jeune guerrière supplie son maître de fuir, tandis que ce dernier réalise que s'il ne l'arrête pas, la bête détruira la forteresse où se trouvent Lilina et les blessés. Déterminé, il se prépare à affronter le monstre seul, malgré les protestations autour de lui. Leno se jette courageusement face au dragon, brandissant son épée pour tenter de l'arrêter. Derrière lui, les habitants et soldats observent, stupéfaits par son audace. Il crie avec détermination qu'aucun ennemi ne passera par ici. Leno pousse un cri puissant en brandissant son épée, prêt à frapper. Son attaque déclenche une explosion d'énergie qui illumine la scène, marquant le début d'un affrontement décisif contre le dragon. Les témoins, stupéfaits, réalisent que le protagoniste dépasse toutes leurs attentes face au dragon. Altina se prépare à intervenir, tandis qu'un allié lui tend une épée de rechange, conscient que son arme est endommagée. Ensemble, ils se préparent à poursuivre le combat. Altina s'élance avec détermination, décidée à porter un coup décisif grâce à l'opportunité offerte par son maître. Elle vise l'ouverture béante dans le dos du dragon, prête à percer ses écailles épaisses. Rien ne l'arrêtera, elle fera en sorte que chaque attaque compte. Altina bondit avec force, hurlant son cri de guerre tandis qu'elle abat son épée dans un large arc lumineux. Son attaque foudroyante fonce droit vers le dragon, déterminée à exploiter la faille ouverte. Rien ne semble pouvoir freiner son élan. Le coup d'Altina a touché le dragon, mais la blessure ne semble pas assez profonde pour atteindre un point vital. Frustrée, elle réalise que la taille imposante de la bête l'empêche de porter un coup décisif. Face au mouvement violent du monstre, elle comprend qu'elle ne pourra pas y arriver seule. Leno s'avance avec assurance face au dragon, prêt à calmer la bête. Il décide de dépasser ses limites, affirmant qu'il fera en sorte que son épée atteigne sa cible. Quoi qu'il arrive, avec un mouvement puissant, il prépare une attaque déterminée à percer la défense du monstre. Leno libère toute son énergie en criant, prêt à percer la défense du dragon. Son regard déterminé brille alors qu'il déclenche sa technique ultime, Battle Spirit, Unleashed, avant de lancer son attaque Shooting Star avec une puissance fulgurante.
Le coup porté par le protagoniste inflige une blessure profonde au dragon, qui hurle de douleur. La jeune fille, soulagée et fière, s'exclame qu'elle a réussi, tandis que son maître la félicite chaleureusement. Ensemble, ils reconnaissent que cette victoire est le fruit d'un effort commun entre maître et apprenti. Leno avoue que combattre aux côtés de compagnons est une expérience nouvelle et incroyablement plaisante. Il ressent un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu en affrontant seuls les monstres. Ensemble, ils avancent, unis par un objectif commun, prêts à affronter le dragon. Le dragon tente de s'envoler pour fuir le combat, mais le groupe reste vigilant. Malgré leurs efforts, ils réalisent qu'ils n'ont pas suffisamment endommagé ses ailes pour l'empêcher de s'échapper. Une nouvelle menace semble se profiler, tandis qu'un personnage mystérieux exprime son mécontentement face à cette situation. Leno prend la tête du groupe, déterminé à frapper le dragon dès qu'il perdra l'équilibre après avoir perdu une patte. Ses compagnons, confiants, se préparent à suivre son plan avec énergie. Malgré la tension, une lueur d'espoir naît, il pourrait réellement triompher. Le dragon, déstabilisé, prend soudain de la hauteur, surprenant tout le monde. Leno réalise qu'il prépare une attaque totale. Face à la fuite de la bête hors de portée des catapultes, ses compagnons décident de riposter avec la magie, malgré ses limites. Le dragon déchaîne soudainement son souffle enflammé, prêt à tout réduire en cendres dans un accès de rage. Pris de panique, le groupe réalise que l'attaque est plus rapide que prévu, révélant leur manque d'expérience face à une telle créature. Leno prend alors les devants, ordonnant à tous de se mettre derrière lui pour affronter cette nouvelle menace. Leno concentre toute son énergie et laisse son pouvoir circuler dans chaque fibre de son corps. Il fusionne avec son épée, prêt à lancer une attaque décisive. Le dragon pousse un rugissement de défi face à cette nouvelle offensive. Leno élève son épée avec détermination, affirmant que son arme est avant tout un bouclier pour protéger. Il lance alors une attaque fulgurante, concentrant toute sa force dans ce coup décisif. Leno déchaîne une puissante attaque en visant directement le dragon, son épée tranchant l'air avec une intensité fulgurante. Son cri de guerre résonne, marquant la détermination et la force de son coup décisif. La bataille atteint son paroxysme dans un éclat d'énergie et de vitesse. Une explosion colossale secoue les environs, projetant une onde de choc qui fait reculer les témoins. Tous observent, stupéfaits, les conséquences de l'attaque du héros. Soudain, une tension nouvelle s'installe, marquée par une réaction inattendue qui trouble l'atmosphère. Les témoins sont stupéfaits par l'exploit du héros qui a réussi à trancher le souffle du dragon, une prouesse jugée totalement absurde, tandis que certains peinent à y croire. D'autres expliquent que cette maîtrise semblait presque normale, tant elle avait été accomplie avec aisance auparavant, mais cette révélation ne fait qu'intensifier la tension, alors que tous se préparent à la suite des événements. Une atmosphère glaciale et oppressante envahit les lieux, suscitant la peur et l'incompréhension chez les témoins. Ce n'est pas une simple soif de sang, mais une rage dévastatrice qui émane désormais du dragon, prête à tout écraser sur son passage. La tension monte alors que cette nouvelle menace se dévoile dans toute sa puissance. Le dragon fonce à une vitesse fulgurante dans une charge suicidaire, semant la panique parmi les alliés. Une jeune femme supplie notre héros de fuir au plus vite, consciente du danger imminent. Malgré les avertissements, le protagoniste reste figé, prêt à affronter cette attaque dévastatrice. Leno refuse de fuir, affirmant avec détermination qu'il va en finir ici et maintenant. Il se concentre, rappelant les enseignements de son grand-père et se prépare à affronter le dragon sans se laisser intimider. Sa confiance en son habileté à l'épée est totale, et il se met en position pour le combat. Le dragon lance une attaque dévastatrice en hurlant que c'est la fin. Face à cette furie, notre héros se prépare à riposter, son épée prête à trancher dans le feu de l'action. La confrontation finale est sur le point de commencer. Le dragon fonce en hurlant, prêt à écraser notre héros sous sa puissance déchaînée. Ce dernier, malgré la taille imposante de son adversaire, brandit son épée avec une détermination farouche, prêt à riposter. Le choc imminent promet une bataille titanesque. Le dragon s'abat avec une force colossale, créant une onde de choc qui fait trembler le sol. Leno serre fermement le manche de son épée, concentré et prêt à contrer l'assaut dévastateur. Pendant ce temps, les alliés observent, impressionnés par la détermination du protagoniste face à cette menace titanesque. Les alliés, stupéfaits, regardent le dragon reculer, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Le dragon lui-même semble désorienté, grognant de douleur. Une jeune femme s'exclame, surprise, tandis qu'un homme s'approche, cherchant des explications sur l'exploit du héros. Leno minimise son exploit, expliquant qu'il a simplement utilisé l'élan du dragon pour frapper au bon moment. La jeune femme, à la fois exaspérée et impressionnée,
le trouve toujours aussi absurde et s'inquiète de son courage face à un dragon en pleine charge. Leur échange révèle une relation maître-apprenti teintée de respect mutuel, même si elle le trouve imprudent, lui insiste sur la nécessité de son acte pour protéger les autres. Leno explique que malgré les risques, il y a des moments où il faut savoir ne pas reculer, et évoquant une forme de courage à l'ancienne, la jeune femme, touchée, lui assure qu'elle ne se moquerait pas de cette détermination et lui témoigne son respect. Leur échange révèle une complicité sincère, mêlant admiration et taquinerie. La foule acclame le héros avec enthousiasme, célébrant sa victoire incroyable, tous témoignent de leur admiration, reconnaissant qu'il les a sauvés contre toute attente. La jeune femme, fière, défend son maître avec conviction, soulignant son exploit héroïque. Le dragon gît enfin immobile, vaincu, tandis que la foule observe, partagée entre soulagement et étonnement. Leno, un sourire en coin, affirme que la bête est bel et bien morte. Sans attendre, il plante son épée dans le sol, provoquant l'incompréhension et l'interrogation autour de lui. Leno, Sigrin Gulveig, affirme haut et fort être celui qui a terrassé le dragon, revendiquant pleinement son exploit. Cette déclaration provoque surprise et confusion parmi les témoins, qui défendent leur maître en affirmant qu'il est le véritable vainqueur. Sigrin les prend à contre-pied en rejetant leur version, jugeant l'idée absurde. Sigrin proclame avec arrogance qu'il est le véritable héros ayant tué le dragon, rejetant l'idée qu'un vieil homme sans nom puisse en être responsable. Il souligne que, de par son statut de fils d'une noble famille puissante, son récit sera celui que tout le monde croira. Face à cette déclaration, les témoins restent silencieux, tandis qu'une jeune femme le juge stupide, dénonçant sa soif de sang. Sigrin, sûr de lui, affirme avoir gagné leur pari et exige des excuses, tout en reconnaissant à contre-cœur l'utilité de l'homme âgé. Pendant ce temps, une jeune femme au regard froid et menaçant reste silencieuse, ses pensées révélant une haine profonde. Sigrin impose alors que l'on reconnaisse sa supériorité en le saluant comme le grand héros. Leno refuse de se plier aux exigences du noble malgré la pression, affirmant qu'il se moque de la reconnaissance tant que tout le monde, y compris Altina, est en sécurité. La jeune femme tente de le dissuader, soulignant la difficulté pour un roturier de défier ouvertement un noble. Malgré son hésitation, il semble déterminé à suivre sa propre voie. Leno refuse catégoriquement de s'excuser, affirmant que céder à une demande d'excuse déraisonnable serait une honte pour lui et pour Altina, dont il est le maître. Face à son refus, l'homme au regard dur exprime sa colère, incapable d'accepter cette audace. Le noble, furieux, reproche au protagoniste de ne pas être à la hauteur de son titre de héros et l'exhorte à agir en conséquence. Ce dernier, serrant le poing, lui répond avec colère qu'il n'a pas honte de lui en tant qu'épéiste. Malgré la tension, une voix intérieure espère qu'il comprendra un jour la responsabilité des aînés envers les plus jeunes. Leno, déterminé, promet de se souvenir de cet affront et met en garde son adversaire. Altina exprime sa colère envers l'homme qui a osé manquer de respect à son maître, mais rassure ce dernier de ne pas s'inquiéter pour elle. Le maître, touché, remercie sincèrement son apprenti, heureux qu'elle se soit fâchée pour lui. Elle finit par avouer qu'elle est à ses côtés, renforçant leur lien de confiance. Le maître avoue qu'il ne mérite peut-être pas encore ce titre, mais il veut au moins paraître digne dans ces moments. Altina, surprise, entend qu'il la considère comme sa famille, ce qui la touche profondément. Elle le rassure en lui disant qu'il est le plus cool du monde à ses yeux, non pas pour sa force, mais pour sa sagesse et son contrôle de soi, car il l'a toujours protégée. Le maître, avec un sourire apaisant, exprime sa joie de savoir qu'Altina est saine et sauve. Cette déclaration sincère surprend et touche profondément l'apprenti, qui reste un instant sans voix. Altina rougit et se dérobe, gênée par le sourire du maître qu'elle trouve trop injuste. Elle lui demande de ne pas regarder son visage, refusant de montrer ses émotions. Le maître, un peu déconcerté, réalise qu'elle s'est fâchée contre lui. Quelques jours après avoir terrassé le dragon, le groupe revient en ville avec les aventuriers qui les ont accompagnés. Leno raconte fièrement comment il a vaincu cette créature redoutable d'un seul coup, sauvant ainsi toute la troupe de la destruction. Les autres le taquinent gentiment, sachant qu'il exagère un peu ses exploits devant ceux qui n'ont pas participé au combat. Leno se vante haut et fort d'avoir terrassé le dragon, mais ses compagnons lui demandent d'arrêter ses exagérations. Une femme noble remet en doute ses exploits, affirmant qu'il est impossible qu'un novice ait pu vaincre une telle créature. La tension monte alors que certains défendent le héros tandis que d'autres le critiquent ouvertement. Le groupe d'aventuriers défend vigoureusement le héros, affirmant que c'est grâce à lui qu'ils sont encore en vie. Ce dernier, un peu gêné, tente de calmer la situation, mais un homme l'accuse de se cacher derrière les autres pour éviter un vrai combat. Une femme prend alors la parole,
dénonçant le héros comme un imposteur qui cherche à voler tout le mérite. Alors que certains soutiennent le héros, une femme noble, Altina, le taquine en le qualifiant de petit fauteur de troubles, Leno, mal à l'aise, réalise que ses alliés le défendent, mais il reste inquiet des conséquences si ces mensonges parviennent à son père influe. Pendant ce temps, un homme mystérieux retire son gant avec un sourire narquois, prêt à agir. Un homme au manteau blanc défie le héros en duel pour trancher la vérité et laver leur honneur. Leno accepte immédiatement, prêt à affronter cette épreuve. Autour d'eux, les témoins retiennent leur souffle, conscients que ce combat décidera du sort des accusations. Leno, malgré son malaise, affirme que l'issue du duel est évidente et promet d'expliquer les détails plus tard. Un spectateur voit dans ce combat une occasion de régler les choses une bonne fois pour toutes. Dans un coin, un homme pense que si le héros perd, Altina reviendra à la raison et le soutiendra à nouveau, tandis que ce dernier se reproche déjà ses erreurs passées. Leno explique qu'il a provoqué son adversaire, ce qui a mené à la proposition du duel, mais il accepte cette épreuve avec détermination. Il avoue que si cela ne le concernait que lui, il s'en moquerait, mais il refuse que Altina et les autres soient impliqués malgré eux. Une jeune femme exprime son admiration, impressionnée par sa force et sa volonté. Altina avoue qu'elle n'a pas pu rester silencieuse face aux insultes envers le maître qu'elle respecte tant. Elle admire la gentillesse et la force de cœur du héros, qui semble insensible aux provocations de Sigrain. Un homme s'adresse à elle avec douceur, renforçant l'atmosphère chargée d'émotions. Leno pose doucement sa main sur la tête d'Altina, exprimant sa gratitude et son bonheur de la voir ainsi. Touchée, elle murmure « Maître », avec émotion. Il affirme avec détermination qu'il n'a aucune intention de perdre ce duel. Leno explique que son adversaire est un aventurier de rang A, reconnu comme un héros, et qu'il ne devrait normalement pas pouvoir le battre. Cependant, il sait que s'il perd, cet homme deviendra encore plus arrogant et pourrait nuire à Altina et aux autres. Déterminé, il affirme qu'il ne laissera pas cela arriver et promet de protéger Altina. Altina, encouragée, remarque enfin la motivation retrouvée de son maître. Autour du héros, la foule s'anime et l'encourage avec ferveur, prête à le soutenir dans ce combat décisif. Chacun exprime sa confiance en sa victoire, renforçant sa détermination. Leno, touché par cet élan de soutien, se promet de donner tout ce qu'il a pour ne pas décevoir. Quelques jours plus tard, la tension suscitée par l'attaque du dragon s'est propagée jusqu'aux habitants de la ville, qui voient dans ce duel une occasion de se divertir. Malgré les doutes de certains sur l'ampleur de cet événement, la foule s'enthousiasme à l'idée d'assister au combat opposant le héros à son challenger, transformant ce duel en un véritable spectacle populaire. Altina est présentée comme la célèbre Sainte de l'épée, une épéiste renommée ayant accompli d'innombrables exploits. La foule la reconnaît comme celle ayant reçu la lame sacrée du roi, la plaçant parmi les combattants les plus puissants du pays. Son lien avec le héros intrigue les habitants, qui réalisent que son maître doit être tout aussi redoutable. L'adversaire, sûr de lui, déclare qu'il voulait calmer la situation, mais qu'il est désormais prêt à punir ce qu'il considère comme un homme détestable. Il reconnaît au moins le courage du héros de ne pas avoir fui et s'apprête à lui montrer la puissance de son épée de la justice. Dans la foule, les encouragements fusent, renforçant la détermination du protagoniste. Altina encourage le héros à donner le meilleur de lui-même, ce qu'il accepte avec gratitude. Un arbitre se présente pour superviser le duel et rappelle les règles, pas de mise à mort, victoire par reddition ou incapacité à combattre. Le combat peut enfin commencer officiellement. L'adversaire, avec un sourire provocateur, demande enfin le nom de famille du héros, évoquant un souvenir de son demi-frère. Leno, intrigué, se promet d'en apprendre davantage sur cet homme mystérieux. Malgré la tension, une pointe d'humour surgit quand l'adversaire menace de graver la défaite du héros sur sa tombe. L'adversaire décide de mettre fin au jeu et déploie une pression écrasante, révélant enfin sa véritable puissance. Leno, impressionné, réalise qu'il fait face à un véritable héros, capable de vaincre un dragon s'il s'était battu sérieusement. Le duel entre ces deux combattants d'exception peut maintenant commencer. Leno affirme qu'il ne reculera pas, déterminé à protéger tout le monde avec son épée qui incarne cette promesse. Une alliée rappelle que l'adversaire vise Altina et qu'il méprise quiconque refuse de lui obéir, ce qui renforce la nécessité d'intervenir. La tension monte alors que la combattante donne le signal de départ du duel. Le combat débute sur les chapeaux de roue, les deux adversaires se lançant dans un échange rapide et intense d'attaques. Leno esquive avec agilité, concentré et prêt à riposter. La tension est à son comble alors que chaque mouvement peut décider de l'issue du duel. L'adversaire, impressionné par la résistance de notre héros, reconnaît ses compétences avec un sourire confiant.
il décide alors de cesser de le jauger et d'augmenter progressivement l'intensité du combat. Le duel prend une tournure encore plus féroce, chaque attaque devenant plus rapide et plus puissante. Leno comprend enfin pourquoi son adversaire est lent, ce dernier le sous-estime à cause de son âge, il décide alors de tirer parti de cette faiblesse pour tenter de remporter le duel. Malgré tout, il reste prudent, conscient que la bataille est loin d'être gagnée. Le combattant tient fermement son épée en bois, exprimant son étonnement face à la puissance de notre héros. Il refuse de croire qu'il s'est entraîné aussi mal et l'invite à attaquer à pleine force. Malgré cette provocation, il ne semble pas avoir encore révélé toute sa puissance, ce qui inquiète la jeune spectatrice. De son côté, notre héros sourit avec une pointe de défi, conscient d'avoir été sous-estimé. Leno lance une attaque rapide et puissante, prêt à dévoiler toute la force d'un héros. Avec un sourire confiant, il provoque son adversaire, soulignant son incapacité à riposter face à sa puissance. Leno fait remarquer que l'épée de son adversaire n'a jamais atteint le niveau de maître, soulignant la différence de compétences entre eux. Malgré les blocages répétés, il défie son rival en insinuant qu'il est inférieur à un vieil homme. L'adversaire, surpris, refuse d'y croire tandis que notre héros affiche un sourire confiant avant de se préparer à attaquer. Leno lance une attaque puissante nommée Heavy Blade, obligeant son adversaire à esquiver de justesse. Avec un sourire confiant, il reconnaît l'esquive mais prépare déjà une nouvelle offensive, enchaînant avec la technique Swift Blade, tous enfants. L'adversaire esquive avec une rapidité impressionnante chacune des attaques, comme une ombre insaisissable. Leno reste concentré, tandis que l'impact de ses assauts soulève des débris autour d'eux. Deux témoins observent, admiratifs, l'un reconnaît la maîtrise exceptionnelle du combattant, l'autre exprime son étonnement face à cette défense parfaite. Malgré sa confiance, il est évident que notre héros a conscience de la supériorité de Sigrain, une épéiste d'exception. La différence de niveau entre eux est flagrante, et il doit maintenant accepter ses propres limites. Cette prise de conscience pourrait bien être la clé de son évolution. Leno refuse d'abandonner, convaincu que sa véritable puissance est encore à venir. Autour de lui, les spectateurs commencent à douter, surpris que ses attaques ne parviennent pas à toucher un vieil homme apparemment ordinaire. L'atmosphère se tend alors qu'un rival exprime sa haine envers ce dernier, promettant de ne jamais lui pardonner. Le rival, déterminé, brandit son épée et menace de graver dans la chair du vieil homme la folie qu'il a à défier un héros. Malgré les provocations, une jeune femme interpelle vivement le combattant, tandis que l'atmosphère se charge de tension face à l'escalade des insultes. Un spectateur tente de calmer le jeu, s'excusant pour le comportement de son apprenti. Le rival, le regard déterminé, lance une attaque fulgurante avec son épée, prêt à frapper. Sa voix résonne avec une menace claire, il promet la mort à son adversaire, intensifiant la tension du combat. Le rival a perdu toute retenue et s'apprête à lancer une attaque d'épée d'une puissance redoutable, capable de briser même des rochers. Une jeune femme met en garde contre la dangerosité de cette technique, tandis qu'un homme tente de raisonner le protagoniste, qui semble pourtant insensible au danger. Face à cette menace imminente, un cri retentit et un personnage ordonne de fuir au plus vite. Le rival déchaîne toute sa puissance en lançant son attaque ultime, Last Fence, qui provoque une explosion dévastatrice. Le choc fait voler les débris dans toutes les directions, témoignant de la force colossale de cette offensive. Leno est directement confronté à cette attaque dévastatrice, dans un affrontement à couper le souffle. Leno réalise que son adversaire pourrait impliquer les spectateurs dans ce combat dangereux. Malgré son désir de l'affronter sérieusement, il n'a pas d'autre choix que de se concentrer pleinement. Il fonce alors vers lui, prêt à riposter. Le rival fonce avec détermination, prêt à stopper l'attaque en plein vol. Leno, concentré, se prépare à contrer ce coup décisif. L'affrontement atteint son paroxysme dans un choc explosif. Leno s'élance dans les airs, prêt à porter le coup final, affirmant que tout est terminé. Son rival, surpris et blessé, est projeté au sol sous la puissance de l'assaut. Autour d'eux, les spectateurs observent, témoins de la conclusion imminente du combat. Les spectateurs sont stupéfaits, le protagoniste a réussi à annuler la technique de plus haut niveau, Last Fence, et à enchaîner avec une contre-attaque parfaite. Une jeune femme, visiblement impressionnée, soupire en proposant d'enseigner un peu de bon sens à son maître. Tandis qu'un homme explique que cette prouesse est presque impossible, la tension retombe légèrement avec une pointe d'humour, questionnant si le maître n'est pas un démon. Le rival, à terre et visiblement abasourdi, peine à croire l'ampleur de sa défaite. La jeune femme exprime sa frustration de ne pas pouvoir faire comprendre l'intensité du choc subi. Pendant ce temps, le protagoniste, encore à genoux, murmure qu'il était impossible de tenir face à cette puissance.
Le maître sourit en se demandant si c'est ainsi que les pères vivent la rébellion de leur fille. La jeune femme, avec un ton à la fois sérieux et désabusé, évoque son désir de comprendre la notion de normal du maître. Puis, elle annonce la fin du combat sous les acclamations de la foule, déclarant notre héros vainqueur. Le rival, blessé et humilié, reproche au protagoniste son affront. Ce dernier lui répond calmement que sa défaite est due à ses propres erreurs et l'invite à réfléchir davantage avant d'agir. Il commence alors à lui expliquer ce qu'est vraiment un héros et le comportement qui lui est digne. Le rival, furieux et blessé, menace notre héros en jurant de lui faire regretter ce jour. Ce dernier reste calme et lui répond qu'il ne fait qu'offrir un conseil en tant que personne plus âgée. Une jeune femme taquine le protagoniste, tandis qu'un homme à ses côtés le trouve redoutable. Le rival, frustré, s'éloigne en se reprochant d'avoir causé des ennuis, tandis que le maître sourit, admirant la détermination du protagoniste. Léno est entouré par une foule admirative, étonné qu'il ait battu le héros et qu'il soit vraiment un Géranque. Il semble un peu gêné, peu habitué à tant d'attention et de sourire. Une jeune femme l'invite même à passer dans sa boutique ce soir, ce qui le déstabilise davantage, tandis qu'il réalise qu'il a peut-être été enfermé dans une certaine idée des gens tout ce temps. Léno se remémore son passé douloureux, où il était traité avec froideur par sa propre famille, comme s'il n'existait pas. Il a choisi de s'isoler dans les montagnes, évitant le contact avec les autres par peur d'être jugé comme lorsqu'il était enfant. Malgré la possibilité de retourner en ville, il avoue s'être enfui, se jugeant lui-même pathétique. Léno réalise que le monde extérieur est lumineux et rempli de personnes bienveillantes. Contrairement à ses craintes, il repense aux paroles de son grand-père, qui lui avait dit de trouver son bonheur, comprenant enfin leur véritable sens. Cette prise de conscience l'amène à envisager un avenir différent, entouré d'âmes sincères. Léno exprime sa profonde gratitude envers celui qui a toujours pris soin de lui, reconnaissant l'importance de leur lien. Il se remémore les moments partagés, l'apprentissage de l'épée et la vie commune, symbole d'un attachement sincère, entouré d'un groupe d'âmes bienveillantes. Il remercie d'avoir pu être le petit-fils de cet homme, marquant une étape cruciale dans son cheminement.